3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous et bienvenue, c'est Tolo, bienvenue à la Maison du Succès. J'accueille ici, je reçois Lydie Payette, qui est une web entrepreneuse et une organisatrice d'événements. Organisatrice d'événements, puisqu'elle organise, on s'est rencontrés là-bas, dans le cadre de ces événements qu'elle organise sur Paris, à des entrepreneurs, elle réunit des entrepreneurs autour de, enfin, entrepreneurs ou salariés autour de la liberté financière. C'est ça. On peut dire ça? C'est ça. C'est bon? Ouais. Stop. Bonjour Lydie. Bonjour. Ouais, ça va? Bah ça va, ça va. Alors, moi je te définis comme une web entrepreneuse et une networkeuse. Enfin, networkeuse, organisatrice d'événements. Bon, ouais. Ouais? Ouais. Est-ce que ça te va? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc moi, je t'ai proposé une interview il y a quelques temps, là, il y a Ouais. une semaine à peine, parce que j'avais entendu une partie de ton parcours que j'ai trouvé ultra intéressant par rapport à comment tu combines ta vie de famille et l'entrepreneuriat, Ouais. et comment tu as designé ton lifestyle à toi. Donc, les gens ne te connaissent pas forcément, donc moi je voudrais... D'où viens-tu et comment es-tu arrivé dans l'entrepreneuriat? D'où je viens? Bah, bonne question. Non, je rigole. Ben, je viens de Paris. Ouais. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi dans une cité à Cambrai, dans le 19e arrondissement. D'accord. Donc assez connu parce que voilà, il y a des Pour gens les mauvaises raisons. voilà. Il y a des gens un peu connus qui sortent du lot de là-bas, mais bon voilà, il y a des gens aussi connus pour leurs bonnes actions. Il y a le boxeur Francis Caron qui vient de là. On était à l'école ensemble. Voilà, donc il y a des gens quand même qui ont fait des choses positives. D'accord. Il n'y a pas que les fruits. D'accord. Donc tu viens d'un milieu, on va dire, quand tu dis difficile. Ouais. Ouais. J'ai une cité quoi. Donc, Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à, voilà, clairement, à sortir de ce milieu-là, enfin, à emprunter la voie de l'entrepreneuriat? En fait, la voie d'entrepreneuriat, c'est venu hyper tôt. D'accord. Je me rappelle, j'étais en train de me balader dans ma cité avec ma meilleure amie. À l'époque, elle s'appelait Virginie. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et on était en train de marcher comme ça dans la cité, il faisait gris, enfin, c'était vraiment un sale jour. Et je lui dis, bah écoute, j'hésite entre deux choses. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. D'accord. Ouais. J'avais 13 ans et je lui ai dit, bah, j'ai envie de devenir Maria Carey. J'ai envie de devenir femme d'affaires. D'accord. Et en fait, pour moi, la femme d'affaires, c'était un lifestyle de ouf. En fait, je me voyais bosser de 11h jusqu'à 23h. Je me voyais dans plein de conseils d'administration. Je me D'accord. voyais en tailleur. Enfin voilà, je me voyais dans un lifestyle. Mais qui, alors du coup, là, ma question c'est Maria Carey. On comprend que c'est Maria Carey qui t'a inspiré. Voilà, peut-être le côté chanteur. Mais là, businesswoman, est-ce que tu avais un exemple? Non. Non, c'est vraiment le lifestyle en fait. Je voyais, je me voyais habillée en tailleur noir avec un attaché-caisse, prendre l'avion. D'accord. Dans un milieu d'hommes, dans des conseils d'administration. Enfin voilà, je me voyais être une femme d'autorité en fait. D'accord, ok. Et non, j'avais pas de. Peut-être des films que j'avais regardés à l'époque, j'en sais rien. Mais ouais, c'était ça qui me. Je sais pas, ça me plaisait. D'accord. Je me suis dit, je veux être ça. Et ça, c'était pas forcément une cadre dirigeante, c'était pour toi, ça connotait entrepreneuriat. Ouais, c'était vraiment le côté entrepreneuriat, c'était vraiment le côté j'organise mon emploi du temps, je fais ce que je veux, je reçois d'ordre de personne et je gère les gens en fait. D'accord, ok. Du coup, quels ont été tes. Donc, ça, c'était à 13 ans. Ouais. Du coup, j'imagine que tu as fait une scolarité normale. Ouais, j'ai fait une scolarité normale. Après, il y a eu plein d'autres choses que j'ai voulu faire. Hein. J'ai voulu être actuaire, j'ai voulu être trader, voilà. Mais en fait, après, vers l'âge de, je sais plus, peut-être 17-18 ans, j'ai lu un bouquin, je me souviens plus duquel, je pense que c'était Napoléon Hill. D'accord. Réfléchissez et devenez riche, mais je suis pas très sûre. Et à un moment, il dit, écrivez la journée idéale que vous voulez vivre, et voilà, que vous pourriez vivre jusqu'à la fin de votre vie, etc. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire l'exercice. Ouais. J'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit, et j'ai dit, je veux me lever à 10h. D'accord. Je veux prendre un petit déjeuner sur ma terrasse avec vue sur la mer, avec plein de trucs comme dans Le Miel et les Abeilles.
J'avais plein de croissants, de viennoiseries, de pain perdu, de machin, etc. Je voulais un grand truc comme ça pour mon petit déjeuner. Ouais. Je me voyais pour mon petit déjeuner jusqu'à 11h. Après, je me voyais me préparer. Après, je me voyais prendre un lunch avec des amis. Après, je me voyais aller au bureau, histoire de dire que je bosse un peu. Et après, genre à 15-16 heures, j'avais fini ma journée de travail, j'allais faire du shopping. C'était ça ma journée idéale en fait. D'accord, ça tu l'as écrit. Ouais, ça j'ai T'avais écrit. 17-18 ans. Ouais, C'est. Et donc tu as fait l'exercice pleinement, tu te visualisais, tu te Ouais. disais. D'accord. ah, je voyais ma maison, je voyais la vue sur la mer, je voyais ma piscine, je voyais. Ah ouais, je voyais tout. Ok. Plusieurs questions du coup, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à lire un livre de développement personnel ou d'indépendance financière, enfin, quel que soit, à 17-18 ans? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 16 ans, j'ai eu mon premier job. D'accord. Et en fait, je voulais. Un job d'été ou un job. Non, job étudiant, pareil D'accord. de mes études, parce que du coup, bah voilà, les parents ils n'avaient pas trop de sous, mes parents venaient de divorcer, donc D'accord. je me voyais pas trop taxée à ma mère d'études. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit job à côté, comme ça je pourrais payer mes sorties, je pourrais payer mes fringues, parce qu'en plus, voilà, c'était ma mère qui payait mes fringues, il fallait son approbation. Donc du coup, je me suis dit, si j'ai mes thunes, bon bah voilà, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Bon, le vrai problème, c'est que j'ai mal géré mes thunes. D'accord. Je me suis retrouvée très vite endettée. Je me suis acheté tous les téléphones qui sortaient avec des abonnements. D'accord. Donc je me suis retrouvée avec une grosse somme d'argent à devoir, etc. À devoir à qui du coup? Bah, devoir à Bouygues et Orange. D'accord. Parce que je passais mon temps à téléphoner à mes copines. D'accord. Sauf que c'était pas illimité à l'époque, ça Ouais. n'existait pas le téléphone illimité. Ça coûtait hyper cher. Et ouais, je me suis retrouvée endettée avec les huissiers, machin, etc. Interdit bancaire. D'accord. Parce que du coup, À 16 ans. Ouais, c'est 17 ans, ouais. 18, ouais, j'avais fait des chèques en bois quand je faisais les magasins. Enfin, D'accord. j'avais fait tout ce qu'il fallait pas faire. Ouais. Pas bonne gestion de l'argent. Pas bonne gestion Ouais. du tout de l'argent. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un jour, j'étais vraiment endettée, mais à fond. Enfin, vraiment, j'avais plus de thunes, quoi. Tout ce que je gagnais, en fait, c'était pour rembourser les huissiers, etc. Et en fait, il fallait que je trouve un boulot, parce que du coup, je me faisais tout le temps virer. Je gagnais pas mes boulots, je me faisais tout le temps virer. Et en fait, un jour, je postule en fait dans une agence d'intérim pour pouvoir bosser dans les grands magasins, genre Zara, etc. Sauf que avant de pouvoir bosser chez Zara, fallait aller bosser à l'usine. D'accord. Donc, je vais pendant 3 semaines bosser à l'usine. On ne l'avait pas dit. Moi, j'arrive en tailleur, machin, etc. La nana m'a dit, mais vous avez expliqué ce que vous alliez faire? J'ai dit, non, mais vous allez couper des câbles aujourd'hui. Donc là, le tailleur, c'est pas du tout approprié, etc. Quoi, je me lève pas à 10h avec mes pains perdus et moi. Quoi? Non, ouais, Attends, c'est ça, ouais, non, là, fallait que j'aille. En plus, c'était à Belle-Belle-Ouette, c'était à Argenteuil. C'était la première fois que j'allais en banlieue. Ah, franchement, c'était dur. Du coup, j'ai tenu le coup, je suis restée pendant 3 semaines, j'ai bien bossé. Au bout de 3 semaines, on m'a dit, c'est bon, t'as ta place chez Zara. C'était à Zara Montparnasse. Du coup, j'étais toute contente. Je vais à Zara, je vais voir mon shift, etc., mon planning, les gens avec qui je vais bosser. On me dit, bah ok, bah rendez-vous demain matin, 9h ou 10h, je sais plus quelle heure on m'avait dit. Ok, j'arrive à Zara, je suis arrivée, et là, t'as la nana ma manager en fait, qui me dit, bah Lydie, t'as 1 heure d'avance en fait, tu commences que dans 1 heure. J'ai dit, bon, bah ok, elle me dit, bah écoute, va te prendre un café, et puis tu reviens dans 1 heure. Le problème, c'est que j'avais pas de thune, donc j'avais pas 1 euro à mettre dans un café. Du coup, j'ai fait comme tous les galériens. Je suis partie à la Fnac, qui était juste à côté, en Montparnasse. Et je me suis dit, bah, je vais aller squatter la Fnac, je vais aller regarder un livre, etc. Et là, en fait, en déambulant, je tombe sur un rayon qui s'appelle développement personnel. C'était un tout petit rayon à l'époque, c'était pas trop connu le développement personnel, ça arrivait tout juste en France. Franchement, l'étagère, elle faisait à peine ça, quoi. Et du coup, je regarde. Et je vois développement personnel, finances personnelles. Et je tombe en fait sur le livre de Robert Kiyosaki. D'accord. Père riche, père pauvre. D'accord. Du coup, je lis le truc au dos là. Et puis il explique comment devenir riche, machin, etc. Je me dis, mais c'est ça la solution à mes problèmes, faut que je devienne riche, quoi. Donc du coup, je prends le livre, je commence à le lire, c'était hyper intéressant. Et là, en fait, je m'étais mis un timer sur mon portable. Et là, mon timer sonne et je me dis, merde, putain, c'est l'heure d'aller bosser. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à lire le livre? Est-ce que je vais bosser? Est-ce que je continue à lire le livre? Est-ce que je vais bosser? Et en fait, du coup, je continue à lire le livre. Je me suis dit, allez, 5 minutes. Et je continue à lire le livre. Et puis mon timer, il sonnait toutes les 5 minutes.
Et j'ai dit, ah non, encore 5 minutes, encore 5 minutes, allez, encore 5 minutes, 5 minutes. Et puis finalement, je suis restée toute la journée à la Fnac. J'ai lu le livre toute la journée. Et le soir, en fait, je suis pas repartie à Zara et je suis plus jamais repartie à Zara, en fait. C'est vrai, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Bon, alors déjà, t'as dit comme tous les galériens qui vont à la Fnac au rayon. Non, pas tous les galériens vont pas à la Fnac, au rayon livre, développement personnel. Déjà, on peut déjà dire que tu avais quelque chose en plus. C'était pas comme tous les galériens, mais si seulement tous les galériens faisaient comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah, après, il faut tomber sur le bon livre. Je pense que ce livre-là, je devais le voir ce jour-là. Et franchement, il m'a changé la vie parce qu'à la fin de la journée, j'ai fini de lire le livre. Ouais. Et j'ai suivi tous les trucs, quoi. Je me suis fait un plan de vie, un plan de désendettement. Vraiment, Et du coup, comment t'as vu. T'avais le choix entre Zara et ce livre. Comment tu voyais Zara à ce moment-là? Enfin, concrètement, parce que c'était ton job. Ouais, en plus j'en avais grave besoin. Voilà ce que je pense. Hein, vraiment, j'en avais grave besoin. J'avais trimé pendant 3 semaines à l'usine pour pouvoir bosser enfin chez Zara. Mais en fait, quand j'ai lu le livre, à un moment dans le livre, il dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves, il n'est jamais trop tard pour monter une entreprise. Et en fait, moi, voilà, il y avait des petits trucs dans ma vie qui avaient fait que, bon, voilà, mes parents avaient divorcé, etc. Ça avait été très compliqué. Et du coup, j'avais un peu abandonné mon rêve de devenir femme entrepreneur, businesswoman. Je me suis dit non, c'est pas pour moi, il va falloir faire des études dans des grandes écoles, je sais pas quoi. Et du coup, j'avais un peu abandonné ce rêve-là. Et en fait, en lisant Robert Kiyosaki, il m'a dit mais il n'est pas trop tard, quel que soit le point où vous en êtes, vous pouvez créer votre entreprise, quoi. D'accord. Il y a des gens qui ont démarré de zéro et vous pouvez le faire aussi. Et je me suis dit allez, on y va. Énorme, moi ça t'a parlé, ça ouais, vraiment, il y a vraiment enfin voilà, il y a une résonance, je me suis dit, je vais pas laisser mourir mon rêve, quoi. À 13 ans, j'avais décidé d'être Maria Carré ou businesswoman. Maria Carré, j'ai lâché l'affaire parce que bon, c'était mort. J'avais pas la voix qu'il fallait. Mais je me suis dit, businesswoman, je peux le faire, je peux créer ma boîte, je peux le faire. Ouais. Et je me lance, quoi. De toute façon, j'aurais rien à perdre. Je pourrais pas Comment ton entourage il réagit au fait que tu leur dis que Zara, bon, c'est fini? En fait, je l'ai pas dit. J'ai rien dit du tout. J'allais tous les jours à la Fnac. Je disais qu'elle allait au travail. J'ai rien dit. J'ai repris mes études parce qu'en fait, j'avais fait une année de césure, j'avais fait un break. Donc en fait, du coup, j'ai repris mes études. J'ai écrit une longue lettre de motivation au rectorat pour qu'ils me mettent dans une super bonne école dans Paris, parce que moi j'étais à Paris 18e, en fait, porte de Clignancourt. Et en fait, mon lycée fermé, en fait. Donc, du coup, c'était la bonne occasion. Donc j'ai écrit une super longue lettre de motivation au rectorat. J'avais demandé à être à Charlemagne, Henri IV, toutes les Condorcet, toutes les écoles cotées. Et finalement, ils me plaçaient à Racine. Donc c'était bien. En plus, c'est un peu musique. Il y a un côté art, musique, sport, etc. Et le premier jour où je suis rentrée à Racine, quand j'ai ouvert la porte, donc déjà il y a une grosse statue de Racine en plein milieu. Et en fait, j'ai vu des petits rats de l'opéra descendre les escaliers, danser. Je me suis dit, je suis dans Fame. Mais alors, c'est top. Mais alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à sortir du 18e et à postuler? Qu'est-ce qui sonnait chez toi? Aller dans une grosse école, un gros lycée? Qu'est-ce que tu voulais fuir ou qu'est-ce que tu voulais côtoyer? Comment dire? Je pense que ce livre-là, en fait, il m'a permis de comprendre qu'à un moment, il faut arrêter de se victimiser. Donc moi, j'avais l'excuse de, moi j'ai eu un enfant à 16 ans, donc du coup, je me suis dit, j'ai un enfant à 16 ans, alors bon, la vie est fichue, on ne peut plus rien faire, machin, etc. Mes parents avaient divorcé. En plus, moi, ça disent beaucoup de familles, mais moi, j'avais un père alcoolique, donc du coup, c'était compliqué. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là faisaient que je me disais, j'ai eu un père alcoolique, mes parents ont divorcé, j'ai eu un gosse à 16 ans, je viens d'une cité. J'irai pas loin dans la vie, quoi. Puis en plus, quand les gens vous disent, t'iras pas loin dans la vie, t'iras pas faire de longues études, c'est pas pour toi, tu vas trouver un boulot, machin, etc. Du coup, tu te dis, finalement, je suis bonne à rien, machin, etc. Mais vraiment, en lisant ce livre, je me suis dit, maintenant, je suis pas bonne à rien, j'ai des idées, je pense que je suis capable de les réaliser. Je pense que je peux avoir une meilleure vie que finir ma vie dans le 19e, dans ma cité. Je pense que je peux avoir une meilleure vie que finir à Zara.
Et à un moment, si je pense que je peux le faire, faut que je mette les choses en action pour que j'avance, quoi. D'accord. Donc, du coup, ouais, à un moment, je me suis dit, allez, j'arrête de me victimiser et j'y vais, quoi. Est-ce que tu connaissais des gens qui avaient fait la même chose que toi? Non. Écrire une lettre Non. Voilà, parce que c'est osé. Non, je connaissais personne qui. Ouais, non, moi, mes copines, ça y est, elles avaient eu leur bac, elles étaient déjà à la fac. Moi, j'étais un peu la loseuse du groupe, en fait. D'accord. Donc, ouais, non, j'avais personne, en fait, pour me. Il y a que Robert Kiyosaki qui me comprenait. C'était mon seul ami. Et toi, tu voyais ça comme un geste osé de faire ce que tu as fait, d'envoyer une lettre au rectorat, si tu voyais personne? Si personne de toi l'avait fait autour de toi, est-ce que tu voyais ça comme quelque chose de osé? Est-ce que tu sortais d'une zone de confort ou est-ce que c'était... Non, moi je voyais plutôt ça comme... C'était le tout pour le tout, quoi. C'était vraiment ma dernière carte à abattre. C'était vraiment, si je le fais pas, je le regrettais toute ma vie. Et il n'y a pas moyen, quoi. J'aime pas abandonner, j'aime pas perdre. Ouais. Entre guillemets, je suis pas trop compétitive, mais voilà, j'aime pas m'avouer vaincue. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse, quoi. Faut que j'essaie. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de changer d'environnement complètement Ça a été un truc de fou, c'est un truc de folie. Franchement, quand j'ai reçu la lecture rectorat qui m'a dit vous êtes accepté à Racine, etc. Enfin, franchement, j'ai appelé un pote pour qu'il m'accompagne à l'école ce jour-là. Tu veux m'escorter? Voilà. Donc du coup, en plus, ça a été super cool. Il m'a invité au resto et tout. Enfin, franchement, il m'a fait une super journée. Et puis à la fin, on est parti à l'école. J'ai rencontré les gens de ma future classe. Et je me suis dit putain, ouais, j'y suis, quoi. Ouais, je l'ai fait, quoi. Et du coup, c'était une mini victoire, quoi. Je me suis dit ça y est, j'ai déjà fait une première étape. Je suis dans une bonne école. Je vais avoir un bon enseignement. Il n'y a pas moyen cette année, à la fin, je vais avoir mon bac. Et voilà, et je sentais que j'allais apprendre plein de choses. Je savais que ça allait être enrichissant. Et du coup, j'étais super motivée, en fait. D'accord. Ouais. Donc ça se passe bien? Tout se passe bien? Ouais. Ça, c'était les années basses, j'imagine, à Racine. En fait, ce qu'il y a, c'est que alors, j'ai fait qu'un an à Racine, c'était l'année de ma terminale. D'accord. En fait, ça a été bien les 2-3 premiers mois. T'as la motivation, t'es là, t'es ok, t'es cool, t'es motivé. Et puis en fait, après, ce qui se passe, c'est que la motivation, elle part, quoi. D'accord. Et puis après, il y a la réalité qui vient, il y a le travail, il y a les devoirs qu'il faut faire. Enfin voilà, il faut maintenir le rythme. En plus, j'étais dans une classe avec un super bon niveau. Donc, voilà, au bout de 3 mois, j'ai commencé à lâcher l'affaire, j'ai recommencé à prendre les nouvelles habitudes, j'ai commencé à sécher les cours, etc. Et il se trouve en fait que dans mon école, il y avait une fille qui, pareil, elle avait fait la même chose que moi, entre guillemets. Elle avait écrit une lettre au rectorat, elle avait écrit une lettre au rectorat, elle avait atterri à Racine, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle, à un moment, elle a complètement décroché. Elle a séché les cours et elle n'est plus jamais revenue. Et je me suis dit, en fait, ça a été un électrochoc. Je me suis dit, si je continue, je vais faire comme elle, je vais décrocher, et je vais plus jamais revenir, et ça va être mort, j'aurais bousillé ma chance. D'accord. Donc en fait, le fait qu'elle lâche, ça m'a fait un électrochoc, et je me suis dit, non, faut que je tienne le coup, faut que je tienne. Et du coup, ouais, j'ai tenu et j'ai décroché mon bac. D'accord, super, top. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un peu changé d'environnement? Tu t'es fait des amis là-bas, ça t'a ouvert des nouvelles portes au niveau de ce que tu imaginais de l'après-bac, par exemple? Ouais, alors déjà, ça a été un environnement. Ouais, déjà, l'environnement était complètement changé puisque j'étais dans le 8e arrondissement. Donc, déjà, j'étais avec une autre catégorie de personnes, pas les gens du 18e. Voilà, moi, dans mon école, il y en a qui venaient en Z3 à l'époque. Donc. Mais ça fait partie de mon rêve, ça! Donc voilà, j'étais complètement dans un autre monde. Enfin voilà, du coup, je voyais ce que les gens un peu aisés avaient, leur mode de vie, etc. Et du coup, je me suis dit, ouais, quoi, je suis pas loin, quoi. Je côtoie ces gens-là, je suis pas loin, quoi. Donc, ouais, déjà, tu te dis, ouais, t'as le choix entre des gens qui habitent sur les Champs-Élysées. Tu te dis, ouais, je peux traîner avec des gens qui vivent sur les Champs-Élysées ou je peux recommencer à traîner avec des gens qui sont de ma cité. J'aime les gens de ma cité, hein. Mais voilà, il y a 2 modes de vie qui se dessinent et du coup, tu te dis, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, c'est là, c'est possible, je le touche du doigt. Donc, ouais, pourquoi pas. Et là, c'est plutôt une vision entrepreneuriale que tu vois après le bac ou une vision salariée? Alors, en fait, ce que j'ai pas raconté, c'est que pendant mon année de césure, j'avais bossé en fait dans les hôtels Ibis. D'accord. J'étais partie voir une amie en fait à Londres. Et en fait, à Londres, il y avait des magazines pour les femmes noires, ce qui n'existait pas à l'époque en France. Ouais.
Et du coup, je me suis dit, quand je reviens en France, il faut que je monte un magazine pour la communauté black, pour les femmes, qui parlent de finances personnelles, etc. Donc en fait, D'accord. quand j'ai fait mon année à Racine, j'avais déjà ce projet de business en tête. Et tous les projets qu'il y avait en cours, notamment en anglais, je les faisais déjà autour de mon projet de business en fait. Donc ouais, j'étais déjà dans mon trip. Je suivais BFM. Ah ouais. Ouais, j'étais à fond. Je suivais BFM, je regardais tous les trucs éco. Enfin, j'étais vraiment à fond dans mon truc quoi. Et du coup, tu choisis quoi alors après le bac? Alors après le bac, alors j'ai fait un bac L. D'accord. Et après je suis partie en éco. D'accord. Éco droit. Ouais. Ouais, j'ai fait éco droit. Moi j'ai pas. BFM. Alors après j'ai voulu rentrer à l'IUT de finance pour pouvoir devenir trader. J'ai foiré. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon année de fac, j'ai rencontré en fait un mec qui aujourd'hui est mon mari. Mais à l'époque, je ne le savais pas. C'était juste un pote. Et je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, bah écoute, vas-y, si tu veux, on le lance ensemble et tout. Donc en fait, j'ai arrêté la fac et j'ai monté ma première boîte. J'ai monté ma première boîte à la fac. Donc c'était une boîte de... C'était une société d'édition. D'accord. Donc en fait, il m'a dit, écoute, ton projet de magazine pour la communauté black en France, c'est pas trop ça, il n'y a pas trop de communauté. C'est ton mari, enfin c'est ton... Mon futur mari, ouais, qui Futur m'a mari dit, qui ouais, dit ça. faut mieux que tu fasses un truc plus urbain. En ce moment, c'est plutôt l'urbain qui marche, etc. D'accord. Et en fait, on a lancé un magazine qui s'appelle 100% KRA. Oui. D'accord. Et lui, il avait cette fibre entrepreneuriale? Ah ouais, mais lui, il était à fond dans l'entrepreneuriat. Enfin, je lui ai fait découvrir Robert Kiyosaki. Après, je lui ai fait ouvrir Napoléon Hill. J'ai eu plein de livres, je me souviens plus là des noms, mais j'ai eu plein de livres comme ça dans la même trempe. Et du coup, je lui ai tout balancé. Et du coup, il était super motivé. Donc, on est tous les deux dans notre délire, en fait. Et ouais, on s'est lancé là-dedans. D'accord. Donc, vous lancez votre société d'édition, votre premier magazine qui s'appelle 100% KRA. Ouais. Parce que c'est plus urbain, apparemment. Donc, ça, c'est la raison. Et qu'est-ce qui se passe là? Enfin, qu'est-ce que vous mettez sur la... Enfin, façon de parler, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous arrêtez? C'est quoi les choix que vous faites pour rentrer dans ce business-là? Alors en fait, moi en fait j'ai acheté tous les livres à la Fnac. Grosse lectrice. Ouais, j'ai acheté tous les livres à la Fnac qui parlaient d'imprimerie, d'édition, de machin, etc. Ouais, bac L, t'étais déjà une... Ouais, j'étais déjà un peu dans le truc. Alors j'ai pas expliqué, hein, il y a un petit truc que j'ai pas expliqué en fait. Après avoir lu mon livre de Robert Kiyosaki quand j'étais à la Fnac de Montparnasse, je me suis fait un plan, des endettements, etc. En fait, pendant quasiment un an, j'ai continué à retourner à la Fnac assez régulièrement pour relire le livre parce que j'avais pas 20 € pour acheter le livre. D'accord. C'est la bibliothèque quoi. Ouais, du coup, je continuais à retourner à la Fnac et genre au bout de 9-10 mois, j'avais enfin 20 €, j'avais bossé au McDo, machin et tout. Je m'étais désendettée et j'ai acheté le livre Robert Kiyosaki et après je le relisais, je stabilotais, machin et tout. Et en fait, à chaque fois, je me mettais des plans à mettre en action. Et donc du coup, quand enfin j'ai eu la possibilité de créer ce business-là, 100% KRA, c'est pareil, j'ai refait la même chose, j'ai continué à la Fnac, à lire tous les livres d'imprimerie, etc., d'édition, etc. Et puis après, j'ai acheté ce qui était le plus important, le plus essentiel pour pouvoir mettre en place mon business. D'accord, ok. Ouais. Alors, moi je vais juste faire un petit feedback, revenir un peu en arrière, et après on reprendra ça. Mais quelle a été ta psychologie par rapport à tes finances perso dans toute cette période-là, enfin à Racine, après là quand tu étais en IUT, avant de lancer ta boîte, comment tu étais par rapport à la consommation dans laquelle tu étais avant ton endettement? Est-ce que tu as continué quand même à consommer, on va dire, ou est-ce que tu faisais beaucoup plus attention? Est-ce que tu Alors en fait, je pouvais plus trop consommer parce que j'étais tellement endettée que je pouvais plus trop consommer. Donc je travaillais vraiment pour rembourser mes dettes. D'accord. Mon argent partait dans le remboursement de tous les huissiers qui étaient à ma poursuite. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je savais que j'avais un échéancier et qu'à la fin de cet échéancier, mes dettes seraient remboursées. D'accord. Alors que avant ça, je me suis dit, mais je suis endettée jusqu'à la fin de ma vie. Ma vie est fichue, il n'y a pas d'issue possible. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais travailler pour rembourser mes dettes. Et là, en fait, je savais qu'il y avait une fin. Je savais aussi
que quand j'achetais justement ces livres d'impression, d'édition, etc., je savais que c'était un investissement. Je ne le voyais pas comme une dépense, je le voyais vraiment comme un investissement. T'avais cette notion-là. Qui allait me permettre en fait de créer un business, qui allait rapporter de l'argent, qui allait me permettre voilà, de m'émanciper financièrement, etc. Donc je pense que ça a été ça la grosse différence en fait. J'ai commencé à faire la différence entre des dépenses pures et simples pour de la dette en fait et vraiment de l'investissement. D'accord. Ouais, ça fait. Parce que c'est. Enfin, pourquoi je te pose cette question? Parce que ça peut être délicat pour une personne qui vient par exemple du 18e et qui arrive dans le 8e par rapport à peut-être la preuve sociale, vouloir faire un peu comme les autres et retomber rapidement dans la consommation, mais en fait. Alors en fait, très bizarrement, en fait, ils n'étaient pas. Alors c'est vrai qu'ils avaient les moyens, etc. Ils venaient en Z3, etc. Ils avaient des trucs Louis Vuitton et tout, mais ils n'étaient pas. Ils étaient très économes en fait. Les gens du 8e, ils n'étaient pas bling bling. Et donc du coup, ils avaient un sens de l'épargne déjà assez développé en fait. Alors qu'à la cité, voilà, c'est très bling bling, c'est très matu vu, c'est voilà, faut qu'on montre que voilà, on a les moyens de s'acheter des trucs. Et les gens du 8e, c'est vraiment. Mais c'est vrai que moi j'appelle ça le syndrome du médecin qui a le jean troué. En fait, moi j'avais des potes, leurs parents étaient médecins. Moi pareil, je suis dans un milieu un peu voilà. Et donc à travers mes études et ma carrière, j'ai rencontré des gens, voilà, clairement. Voilà. Et j'avais des potes, leur père était médecin, mais le médecin, mais en sandales, avec un jean troué, qui en a rien à foutre. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que le mec, il a statut, il n'a rien à prouver en fait. Tandis que toi, qui n'as pas de statut, tu veux tout prouver à travers la consommation, l'apparence, parce que tu n'as pas de statut. Avec les signes extérieurs de richesse. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, c'est comment toi, tu percevais cette volonté peut-être d'appartenir à ce groupe. Est-ce que tu avais besoin de consommer plus ou pas? Parce qu'il y en a, tu sais qu'il y en a qui font Sciences Po via les concours de ZEP, et qui claquent ça leur arrivait de claquer par exemple toute leur bourse en une après-midi pour faire comme les autres. Ah ouais, mais non, mais en fait, moi j'avais pas d'argent pour voir. J'étais tellement endettée que j'avais plus rien à claquer, donc du coup, j'ai pas eu. Du coup, ça m'a préservé ça finalement. Mais je pense que je suis pas trop une personne qui aime faire comme les autres. En fait, je suis assez individuelle et du coup, je pense que j'ai jamais eu jamais ressenti le besoin d'être comme les autres. J'ai toujours été un petit peu à part, marginale. D'accord, ok. Donc, on revient à 100% Kaira. Ouais. Donc, ça se lance ou ça se lance pas? Bah ouais, du coup, je bosse pendant 2 ans dans ma chambre. D'accord. À regarder toutes les pages d'internet de Google. Alors à l'époque, Google, voilà, il n'avait pas autant de pages que maintenant. Donc en fait, j'avais genre 20 pages sur l'imprimerie, l'édition. Aujourd'hui, je sais pas, si on tape ça, je pense qu'il y en a des millions et des millions. Mais moi, en fait, tous les jours, j'allais sur Google et tous les jours, je tapais imprimerie, édition, comment monter un magazine, comment imprimer, comment machin, etc. Et je relisais à chaque fois toutes les mêmes pages en espérant qu'il y ait de nouvelles pages qui soient indexées, qui m'apportent du nouveau contenu. Et ouais, pendant 2 ans, j'ai bossé dans ma chambre. D'accord. Jusqu'au jour où j'ai monté ma première équipe. Avec mes infographistes, mes journalistes freelance. Et mon équipe, Donc tu leur as vendu quoi en fait? Alors en fait, je leur ai vendu le rêve. On était que je voulais montrer qu'avec des jeunes sans diplôme, on pouvait monter une boîte, une start-up qui allait cartonner, faire un magazine urbain qui parle aux jeunes. Je leur ai vendu le concept, le rêve, etc. Et ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. D'accord. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que recruter une équipe, en fait, moi très vite je me suis retrouvée avec des gens qui avaient un ego de star. D'accord. Donc j'ai dû gérer des égos, c'était compliqué. C'est-à-dire des journalistes? Ouais, des journalistes, des gens qui avaient mon âge à l'époque, on avait une vingtaine d'années. Mais en fait, ils se voyaient déjà en haut de l'affiche, quoi. Ils avaient un ego, mais surdimensionné. Tu leur as trop vendu le rêve. J'aurais trop vendu le rêve, je pense. Et je pense que je les ai mal choisis aussi, quoi.
J'ai choisi des gens qui étaient vraiment dans le bling-bling, qui voulaient vraiment être en haut de l'affiche, qui voulaient faire des selfies avec toutes les stars, qui voulaient avoir des passes pour tous les événements. D'accord. Donc, et je pense qu'ils avaient une image de moi, de la nana qui avait genre un gros budget pour lancer un magazine. Alors en fait, j'avais pas un gros budget. Donc du coup, voilà, il y a eu voilà, des malentendus et du coup, ça a fini au clash en fait. D'accord. Mais mais vous avez lancé un premier. Ouais, on a lancé le magazine. Alors c'était, oh là là. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des... Alors, ouais, quand vous recrutez une équipe, sérieusement, faut vraiment faire. Ouais. Faut vraiment bien choisir les gens. J'ai choisi une nana super bonne, elle avait un super CV, elle avait bossé à Télérama, elle avait bossé je sais plus où, enfin voilà. Quand tu dis choisir, tu l'emploies? Ouais, vraiment, je les avais. Je l'ai rémunérée en fait à la pige. D'accord. Donc, chaque article qui me rendait en fonction du nombre de mots, en fait, voilà, ils étaient payés en fonction de ça. Et donc, j'avais pas de salarié, hein, tout le monde était indépendant. Ouais. Et en fait, j'avais recruté une nana super adorable, qui avait un super CV, qui avait bossé, voilà, qui avait fait plein de stages en fait, qui avait fait plein de stages dans plein de boîtes. Et la nana, quand elle m'a remis son article, elle avait voulu me dire qu'elle était dyslexique. Allez. Alors, au début, les 3 premières lignes, c'était hyper compréhensif. Ouais. Et en fait, après, les mots se mélangeaient, c'était les phrases qui se mélangeaient. Wow. Et à la fin, ça devenait du n'importe quoi. D'accord. Illisible. Du coup, on a dû retaper tout l'article, etc. On comprenait quand même le sens, Ouais. mais on a dû passer toute la nuit à retaper les articles. Ensuite, j'ai eu ils n'étaient pas ensemble, hein, mais c'était 2 amis super proches qui avaient un ego super. Voilà. Donc, du coup, ils m'ont fait des cacas nerveux parce qu'ils n'avaient pas eu des passes pour des événements hip-hop, machin, etc. Du coup, ils m'ont fait du chantage à l'article. Ils m'ont rendu les articles en retard. Alors en fait, ce qu'il faut savoir dans l'impression, c'est que y a des dates butoirs. Parce qu'une fois que vous avez calé la date de l'impression, si vos trucs sont... Enfin voilà, si votre magazine n'est pas prêt à être imprimé à cette date-là, c'est mort. D'accord. L'imprimerie, c'est une grosse machine. Il y a des millions de magazines qui sont imprimés en même temps. Si on n'est pas là au moment fatidique, c'est mort. On est repoussé à un jour où il y aura une place, etc. Donc on était super en stress. Ils m'ont rendu les articles en retard. Et les articles qu'ils m'ont rendus, c'était des articles copier-coller d'internet. D'accord. Donc avec mon mari, on a dû tout réécrire, etc. Enfin, on a passé 3 nuits à... D'accord. Enfin voilà, à tout réécrire. Tout était prêt. Ouais. Ensuite, on est parti voir un web designer, on a passé toute la nuit à tout mettre en page, etc. etc. Faut savoir, en fait, quand on est dans l'imprimerie, dans l'édition, il y a 2 sociétés en fait, qui se chargent de mettre vos magazines en kiosque. D'accord. Donc il y a LNMP et l'NMPP. Donc il y en a un, entre guillemets, c'est pour les petits magazines, il y en a un autre, c'est pour les gros magazines. Donc on avait choisi celui pour les petits magazines, les petits tirages. Et en fait, il vous donne un petit code barre à coller sur votre magazine. Et mon web designer, en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il lui a pris, il trouvait que le code barre était trop gros. Il l'a réduit. On n'a pas fait gaffe. On est parti alors en fait chez Québecor, qui est la plus grosse imprimerie, je crois, de France, même d'Europe, je crois, où tous les magazines sont imprimés là-bas. Ça se trouve à Torcy, donc c'est une grosse usine. Il fallait qu'on envoie le truc à 15h, enfin bref. On a envoyé le truc pile à l'heure. Le soir, en fait, ils ont une petite maison où on vient, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des frais de calage. Donc en fait, c'est le temps de caler la machine, donc on tourne jusqu'à ce que le magazine soit pile poil dans les clous, en fait, que tout soit bien imprimé comme il faut. Donc on a passé la nuit là-bas, le magazine est imprimé, etc. Vers 2h du matin, on a le premier magazine en main, donc on est super fiers. Ils nous disent alors tout est ok et tout, on fait bah ouais tout est ok, c'est bon, les NMPP peuvent aller distribuer le magazine dans tous les kiosques de la France. Et là, les NMPP m'appellent à 9h du matin, je crois, en me disant on a un souci. Vous avez modifié le code barre alors que je vous avais dit qu'il ne fallait pas le modifier et en fait on ne peut pas le flasher. Comme on ne peut pas le flasher, on ne peut pas les distribuer dans les kiosques.
Donc là, en fait, tu ressens un grand sentiment de solitude. Ouais. Tu te dis, tu viens de claquer tout ton budget, impression, etc. Ouais. Donc ça représentait à peu près 20 000 euros D'accord. partis en poussière. Et ils me disent, bah écoutez, on peut vous proposer une solution de rechange, c'est de mettre des autocollants, imprimer les codes barres sur des autocollants et sticker tous les magazines. Combien de tirages il y avait? Ah merde, alors là je m'en souviens plus. C'était pour toute la France? C'était pour toute la France, ouais, c'était pour toute la France, je me souviens plus. Je me souviens plus. D'accord. Je crois qu'on avait tiré, 30 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Ouais, un truc dans le genre, je me souviens plus. Mais du coup, votre magazine il sera pas en kiosque mardi matin comme c'était prévu, machin et tout. Du coup, ça retarde la livraison. Du coup, il faut qu'on reprogramme les camions qui doivent aller sillonner la France entière pour déposer dans tous les kiosques, etc. Enfin, c'était le gros beans. Donc, du coup, ils ont stické. Donc, ça faisait des frais en plus aussi. Le magazine est enfin en kiosque. Et en fait, on a fait genre 1500 exemplaires vendus, donc bien en deçà de ce qu'on... D'accord, vous visiez combien? On visait 30 000. Ah d'accord, ok. On visait 30 000 ou 20 000, je ne sais plus à combien il était tiré, mais on visait la totalité, quoi. Ok. Donc, plusieurs choses. D'où est sorti ce budget par rapport à d'où tu venais, toi Alors en fait, c'était mon mari. Ah d'accord. C'était toutes ses économies. D'accord. Ok. C'était toutes ses économies, plus les économies d'un pote. Et en fait, le souci, c'est aussi le deuxième conseil, quand vous empruntez de l'argent à des amis, il faut que ces amis aient déjà un mindset d'investisseur. Ouais, ça veut dire qu'ils soient prêts à... Ils soient prêts à perdre de l'argent. Parce que le problème, c'est que nous, on leur a vendu le rêve. Ouais. Donc le rêve que le magazine allait marcher, qu'on allait devenir les prochains Publicis, enfin bref. Voilà. Et du coup, ils ne s'attendaient pas à perdre cet argent. D'accord. Pour eux, ils s'attendaient forcément à un retour sur investissement. D'accord. Donc ça a été le deuxième grand clash. C'est-à-dire que quand on leur a dit, l'argent est perdu. Avant, il y avait, maintenant... Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus. D'accord. Donc voilà, ça a été le deuxième gros clash. Voilà, du coup, dans le lot, on perd des amis. Enfin voilà, c'est... Ouais. Ok. Aussi, d'autres questions, c'est est-ce que tu as été en contact avec des gens du milieu qui ont fait la même chose que toi, enfin on va dire tes pairs, enfin des gens qui faisaient l'édition de magazines? J'ai vu que tu avais appris sur internet. Ouais. Mais est-ce que tu étais dans le milieu de... T'es connecté à des gens Ouais, alors en fait, le truc c'est que quand tu te lances là-dedans, tu te dis faut que je rentre en contact avec des gens qui sont dans le milieu pour qu'ils puissent me donner un feedback, qu'ils puissent me donner des contacts. Enfin, voilà, c'est quand même un métier de réseau, l'imprimerie, l'édition, etc. Donc c'est très difficile en fait quand t'es pas dedans de lancer un magazine, etc. Et en fait, il y en avait un qui s'était bien lancé, à l'époque, je pense que ça existe toujours, c'était Miss Eben. D'accord. C'était le premier magazine black, donc c'est exactement ce que je voulais faire à l'époque. Premier magazine black à destination des femmes black. Et du coup, je me suis dit, je vais aller le voir et tout, je vais lui poser toutes mes questions, il va être super cool, il va me donner des conseils et tout. Et je suis partie le voir, alors à l'époque c'était à Aubervilliers, je crois, ses bureaux. Et je suis arrivée avec toutes mes questions, j'étais super contente. Et le mec, je lui pose toutes mes questions et le mec, en fait, il veut pas répondre, quoi. Ah ouais. Le mec, il me lâche aucun conseil. Et en fait, le mec, il t'a reçu en il m'a reçu. Ouais, il m'a reçu. Et alors, du coup, c'était un peu j'ai vraiment 5 minutes. Je te reçois parce que vraiment, c'est un tel qui m'a dit qu'il fallait que je te reçoive, machin et tout. Mais voilà. Et du coup, moi, j'étais vraiment en admiration devant lui. Enfin, je me disais, mais voilà, j'ai envie de suivre vos traces, j'ai envie de faire comme vous. Sois mon mentor. Ouais. Et le mec, en fait, il me voyait comme une concurrente. D'accord. Ouais, il me voyait pas comme quelqu'un qui avait envie d'apprendre, qui voulait faire comme lui, il me voyait comme une concurrente, quoi. Donc en fait, il m'a rien lâché. D'accord. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit et du coup, à un moment, je lui ai même dit, ouais, mais alors du coup, je sais plus, je cherchais un poste, je voulais savoir combien il fallait grosso modo comme budget pour recruter, je sais plus, c'était un poste de je sais plus quoi d'ailleurs. Et le mec, il me dit, mais je peux pas vous dire. Okay. J'ai dit non, mais juste une fourchette, juste que je sache moi combien ça va me coûter, combien est-ce qu'il faut que je budgète et tout. Non, mais je ne vais pas vous dire, je sais pas, mettez entre 10 et 20 000.
Ouais, 10 et 20 000, il n'y a pas plus précis, il n'y a pas plus. Ouais. À l'époque, j'étais en train de faire mon business plan, donc pour moi, c'était important les chiffres en fait. Donc, ouais, non, il m'a rien dit du tout. D'accord. Ouais. Donc toi, si tu avais par rapport à cette expérience-là, si tu avais à changer des choses, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, ce serait quoi les gros points, grosso modo, rapidement, c'est... Alors, le business plan, D'accord. T'en ferais un ou t'en ferais pas? j'en ferai pas. D'accord. Mais si vous en faites un, parce que moi, la grosse erreur que j'ai fait quand j'ai fait mon premier business plan justement pour ce magazine-là, c'est qu'en fait, j'ai mis des chiffres au hasard. D'accord. J'ai fait le magazine pour qui vit, il faut à peu près 5 000 euros. Bon, on va avoir 5 000 euros de revenus. Ouais, alors je me suis dit, faut qu'on vende nos pubs. Alors en fait, le truc trop dans le futur, quoi. Moi, j'ai pris les tarifs des pages de pub, genre de télé 7 jours, machin, etc. Je me suis dit, je vais vendre ma page de pub à 100 000 euros. C'est logique, quoi. Je me lance, personne ne me connaît. J'ai pas de réseau, mais ma page de pub, je la vends à 100 000 euros, normal. Et en fait, voilà, j'ai fait que des trucs comme ça. Je me suis appuyée sur des trucs qui existaient, le tarif de pub tout le temps, télé 7 jours. Sauf que je suis pas télé 7 jours, donc le tarif de pub, ça peut pas être. Ils peuvent pas être corrélés, quoi. C'est pas ça, quoi. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Le business plan, il était basé sur un truc complètement archi faux. C'était un business plan pour toi ou c'était un business plan pour lever des fonds, enfin potentiellement aller voir une banque? Non, alors pour la banque, parce qu'en fait pour ouvrir un compte en banque, il faut présenter un business plan. Donc c'était pour la banque, mais c'était pour moi, pour que je sache à peu près dans combien de temps j'allais gagner des sous, parce qu'à l'époque j'étais quand même endettée. Dans combien de temps j'allais gagner des sous, est-ce que le truc était viable. Alors du coup j'avais fait un suivi avec une équipe qui faisait ça bénévolement pour les entrepreneurs, machin, etc. Et le mec il m'avait dit, votre truc il n'est pas viable. Votre truc. Et moi je disais, mais si, mais soyez positif, il est viable, soyez positif. Il n'est pas viable. D'accord. Et du coup je lui ai dit, non mais soyez positif, je vais réussir, je vais le faire, je vais le lancer, quoi. Et du coup, j'ai pas écouté les gens qui me disaient que c'était mort. En l'occurrence, ça a été chaud, si je comprends bien, parce que tu étais déjà dans une situation compliquée. Alors là, on va dire que c'est pas forcément ton argent, mais tu embarques avec toi dans une situation encore plus compliquée. Ouais. Comment tu te relèves de ça? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu te dis, j'ai joué une carte? A priori, ça a été pire. Il y a des gens qui m'ont dit, ça va pas marcher. Effectivement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là? Par rapport à tes rêves, par rapport à... Alors, en fait, moi, je le vois pas comme un échec. D'accord. Je le vois pas comme un échec parce qu'en fait, juste avant de faire faillite, c'était quelques semaines avant de lancer le numéro 2 du magazine. Je rencontre... j'avais fait beaucoup de contacts. Je m'étais fait un réseau dans le réseau urbain, etc. Donc, à l'époque, c'était Royal Wear, machin, etc. Toute la marque hip-hop, etc. Moi, je le vois pas comme un échec parce qu'à l'époque, mon lancement de magazine, je le fais avec Jean-Claude Flamand-Barny, qui est en fait le réalisateur du film Negmarin, produit par Mathieu Kassovitz. Je fais mon lancement de magazine avec lui. Du coup, j'ai quand même une bonne exposition. Je me fais quand même pas mal de contacts. J'ai l'équipe de France 98 qui pose avec la bannière 100% KRA. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Moi, je le vois pas du tout comme un échec en fait. Moi, je vois que je suis rentrée dans le truc. Je suis rentrée, j'ai un pied dedans. J'ai un pied dedans. En plus, on me dit ton magazine il est bien, machin et tout. Et puis j'ai un mec qui veut me le racheter pour 30 000 euros. Ah! Ouais, il y a un mec qui veut me le racheter pour 30 000 euros, mais pour moi, il vaut 30 millions d'euros. Je dis non, mais il vaut 30 millions d'euros mon magazine. Je dis, je te le lâche à 3 millions, quoi. À la rigueur, je te le lâche à 3 millions. D'accord. Et le mec il me dit non, mais je te le rachète à 30 000 euros. Attends, t'as fait qu'un seul exemplaire, machin et tout. En plus, il m'avait proposé des super conditions. Il m'avait dit je te laisse au board, je te laisse gérer. Moi, je veux juste prendre des parts, etc. dans le capital social. Donc, et du coup, je lui dis non, mais non, tu vois, il n'y a pas moyen. Quoi. Déjà, tu es en phase négociation. Ouais, je suis en négociation, je m'y crois, je suis à fond dedans. Et en fait, 3 semaines après, un mois après, je fais faillite. D'accord. Ok, mais du coup, toi, cette faillite-là, comment tu l'as... Alors en fait... Par rapport à tout ce que tu as... On va dire que tout ce que tu as appris, c'était pendant l'aventure, et là, tu fais faillite. Qu'est-ce que tu te dis? Alors,
je le vois pas du tout comme un échec. Ouais. Je me dis, j'y suis allée, je l'ai fait, j'ai au moins sorti un exemplaire. Ouais. Donc pour D'accord. moi, je sais que je l'ai fait. Ok. Mon exemplaire est sorti dans la France entière, je l'ai vendu à 1500 exemplaires. J'ai fait un street marketing, tout le monde connaît 100% KRA, tout le monde a vu mes bannières, tout le monde a vu mes affiches. J'ai rencontré du monde, j'ai des cartes, enfin voilà, j'ai fait un petit déjeuner avec énergie à la durée, j'ai fait, enfin voilà, c'est un succès. Ouais, Tu pour vois moi, le verre à moitié plein. ouais, moi je me dis, j'ai pas échoué, je l'ai fait, ça n'a pas marché comme je voulais, mais au moins je l'ai fait, je me suis lancée, il est là, le magazine existe, et toutes les erreurs que j'ai faites, elles m'ont vachement appris et j'aurais pas pu apprendre autrement. D'accord. Donc pour moi, c'est un putain d'enseignement à 30 ou 40 000 euros de dette, mais c'est un enseignement, quoi. Et est-ce que toute l'équipe, enfin ton mari et les personnes... Alors du coup, je gagne un mari dans l'histoire. D'accord. Je gagne un mari. Est-ce qu'ils ont ton état d'esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui te tirent vers le bas? Alors non. Alors, il y a mon mari qui est dans le même état d'esprit que moi. On est tous les deux dans notre barque en fait. Du coup, ça a clashé avec les journalistes, les web designers. J'ai payé ce que je pouvais, machin, etc. Mais à un moment, ils me disent nous aussi, il faut qu'on bouffe, donc on va aller bosser ailleurs. De toute façon, le magazine a fait faillite, donc il n'y a plus rien à espérer. Les potes qui avaient investi, ça a clashé, parce que du coup, ils n'ont pas retrouvé leur argent. Donc voilà, on se retrouve un peu seul au monde. On n'a plus d'amis. Mais avec cette expérience que toi, on n'a plus d'amis, on est endetté, endetté, on se retrouve au RMI, mais on se dit, on l'a fait quoi. On aura au moins fait ça, on n'aura pas ce regret d'avoir et si, donc on l'a fait. Ok. Donc, et qu'est-ce qui fait que tu dis on l'a fait, tu tournes pas une page? Parce que tu aurais pu tourner la page et te dire ok, c'est bon, on l'a fait, j'ai essayé, maintenant c'est bon. Je reviens peut-être dans le circuit. Ouais, alors en fait, on est revenu dans le circuit pendant un petit moment en fait avec mon mari parce qu'il fallait rembourser. On avait une grosse dette. Alors en fait, en plus notre magazine, on avait fait la première de couve avec l'enterrement de Odibi, Odortier Bastard, donc dans son cercueil et tout. Donc fallait payer les photos. Bien sûr. Je crois qu'on avait genre 5 ou 6 000 euros de photos à payer. Alors c'est une grosse agence de photos super connue, je ne me souviens plus du nom, mais enfin voilà. Du coup, je leur ai dit, écoutez, on fait un échéancier avec 30 euros par mois. Donc, du coup, ouais, je me dis, voilà, va falloir rembourser tous ces gens. Alors, on avait payé un prix cash, ça, on n'est plus de dette à ce niveau-là. On devait des thunes au dernier pigiste qui avait bossé avec nous. Et puis après, la grosse dernière dette, c'était l'agence photo qui en devait 5-6 000 euros. Donc du coup, je me suis remise à bosser. Je suis repartie chez Zara. C'est vrai? Ouais. Bonjour, j'étais venue il y a quelques années. Ouais. T'es pas revenue, maintenant je suis là. Je suis repartie chez Zara de l'Opéra. D'accord. J'ai fait une journée. Après, j'avais trouvé un filon. Pas le dire, mais j'avais trouvé un filon en fait. C'est que Zara, pendant les soldes, ils recrutent plein de monde. Et en fait, ils ont tellement d'intérimaires qu'ils les checkent pas en fait. D'accord. Donc en fait, je venais pas pendant les périodes de soldes. D'accord. Et à la fin des soldes, je venais en disant ouais, vous n'avez pas signé ma feuille de présence. Et du coup, ils disaient mais t'étais là? Oui, moi j'étais là et tout. J'ai bossé en bas et tout ça. Et ah ouais, c'est vrai, ok. Et puis il me signait ma feuille. En fait. Donc en fait, pendant un moment, je faisais signer mes feuilles de présence. Pour faire autre chose non, juste pour toucher les thunes. Juste pour toucher les thunes, pour pouvoir continuer. Non, ouais, en fait, après, j'avais d'autres projets, moi, dans ma tête. Je me suis dit, ouais, j'ai lancé ma boîte, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont échoué, qui ont recommencé, qui ont eu des boîtes qui marchaient. Donc, c'est parti, quoi, on y va, on relance un truc. Et ouais, non, c'était surtout pour toucher les thunes, rembourser mes dettes. Donc ouais, on est rentré dans le salariat. Moi après j'ai fait Zara, après je suis partie au Figaro. Une journée ça compte pas. Ouais, une journée ça compte pas. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est que le truc c'est qu'à la fin de la journée tu te dis mais non mais je peux pas quoi. Je peux pas, faut que je monte ma boîte quoi. Faut que c'est plus possible. Je peux plus être salarié en fait. Une fois que tu as créé ta boîte, une fois que t'as monté ton truc, tu te dis mais tu peux plus être salarié quoi. Est-ce que toi dans ton entourage,
que tu te dises ça, tu vois des gens qui ont monté leur boîte et qui cartonnent? Non. Non, d'accord, mais tu te le dis quand même. Ouais, mais en fait, je vois les Américains qui, Ouais. montent leur truc, qui. Mais t'as pas de doute, tu te dis pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est Non. fait pour tout le monde, est-ce que Ouais, c'est... non, je me dis, il y a Bernard Tapie, il est parti en tôle, il est revenu. D'accord, ok. Je me dis, c'est Non, possible, ok. quoi. D'accord. Ouais, il y a des cas plus extrêmes que toi qui ont fait complètement faillite, Ouais. qui ont fait moins de 10 millions et qui sont montés, donc ouais, tu te dis... Ouais, et puis au même moment, t'as Donald Trump qui sort son livre. Ouais. Il sortait d'une grosse faillite à 1 milliard, Ouais. je crois. Ouais. Donc je me dis, Donald Trump, il a fait une faillite à 1 milliard, il a remonté. D'accord, ok. Easy, quoi, je peux le faire. Comment t'enclenches ton deuxième projet du coup? Alors en fait, je repars à la Fnac. Après, je bosse au Figaro. D'accord. Ouais, je rentre au Figaro. Je me suis dit, cette fois-ci, si je lance un magazine, autant que je sois dans le truc. D'accord. Quand je rentre dans le Figaro, je me suis dit, je vais étudier comment ils font leur truc, etc. Je vais être un peu l'insider et tout. Finalement, je démissionne du Figaro au bout de, je crois, 4 ou 5 mois parce que c'était plus possible. Après, je bosse à la Fnac. D'accord, tant qu'à faire. Ouais. Les livres sont à côté. Voilà. Et en fait, après la Fnac, je me dis non mais c'est mort. C'est mort. À ce moment-là, j'étais enceinte D'accord. de ma première fille. Et en fait, c'est une grossesse qui se passe pas super bien. Donc du coup, je suis hospitalisée. Du coup, je dis à mon mari, bah écoute, ramène-moi des livres de trading, on va se remettre au trading, on va remettre des thunes de côté, on va se relancer dans le trading, machin et tout. Et en fait, le truc qu'on avait perçu avec mon mari à cette époque-là, quand on a lancé notre magazine, c'était que le monde de l'édition était en profonde mutation. Il y avait des magazines gratuits qui sortaient, mais surtout il y avait Internet qui commençait à exploser. L'information commençait à bien circuler sur Internet, donc du coup, l'édition c'était en pleine mutation, les ventes de magazines, de journaux, etc. commençaient à chuter, Internet commençait à exploser, donc du coup, avec mon mari, on s'est dit, c'est quelle période ça? C'était fin des années 90, début des années 2000. D'accord. Et on s'est dit, il y a un truc avec Internet, on a loupé le coche avec Internet, dans l'édition, on aurait peut-être dû lancer un magazine en ligne, etc. Cette fois-ci, il faut qu'on se mette sur Internet. On ne sait pas dans quoi. D'accord. En plus, c'était le truc, start-up, plus d'Internet, machin, etc. Il faut qu'on fasse un truc sur Internet, tout ce qui se lance sur Internet cartonne. Enfin, du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc sur Internet. Et à l'époque, ce qui marchait bien, c'était les annuaires. D'accord. Ouais. Google référençait vachement bien les annuaires. Les gens faisaient un max de thunes avec les annuaires, avec les AdSense, machin, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va faire un annuaire. D'accord. Donc ouais, on a lancé un annuaire qui s'appelle Annuland. Il existe toujours. On l'a revendu. On l'a pas renouvelé. Donc maintenant, c'est les hôtels Cost ou je sais pas quoi qui l'ont racheté. D'accord. Mais ouais, on a lancé un annuaire. Et on a eu nos premiers revenus passifs. Ah ouais. Assez tôt en fait au final, puisque assez tôt, mais pas beaucoup, hein, c'est genre 200 balles par mois. Donc mais c'est déjà pas mal. Mais du coup, comme on était au RMI, ça complétait bien. Ouais, ça complétait bien. Donc, du coup, voilà. Et puis en fait, on a eu une opportunité qui était de rentrer dans les assurances. Ouais. On s'est dit, bon, bah allez, on rentre dans les assurances, on y va. En tant que salarié? Alors, pas salarié, en tant qu'indépendant, apporteur d'affaires. D'accord. Et en fait, alors à l'époque, les assurances ne connaissaient pas Internet. D'accord. Internet, c'était un truc lointain pour les gens qui n'avaient rien à faire. Donc les assurances ne connaissaient pas Internet. Et à l'époque, les assurances, pour pouvoir tarifer le prix d'une assurance, elles nous envoyaient un gros classeur comme ça, avec le tarif par âge, par sexe, par région, par composition de la famille. Du coup, c'était tout un truc comme ça, fallait calculer, machin et tout. Et du coup, avec mon mari, on s'est dit, si on faisait un tarificateur en ligne où on rentrait tous les tarifs qui nous calcule automatiquement les tarifs, déjà, ça nous ferait gagner du temps pour pouvoir... D'accord. Donc, ça a commencé comme ça. Pourquoi en ligne? Pourquoi pas un truc pour vous-même? Pourquoi tu vous dites en ligne? C'était quoi l'intérêt de le faire en ligne, ça? C'était une calculatrice à la base. D'accord. C'était une calculatrice en ligne, on se connectait, on rentrait nos trucs, et puis ça calculait le tarif en ligne, en fait. Ok. Donc, c'était la nouvelle vague Internet. D'accord.
Donc, du coup, ouais, c'était logique en fait de se faire un truc en ligne où on pouvait calculer. Une calculatrice en ligne, c'est ça. D'accord. Ouais, c'était Ok. ça, c'était une calculatrice en ligne. Ok. Et ouais. Et, du coup, en fait, voilà, donc du coup, c'est comme ça qu'on arrivait à souscrire plus rapidement que certains concurrents et certains commerciaux, collègues, machin, etc. Parce qu'on avait notre petite calculatrice. Donc, du coup, on perdait pas de temps, on pouvait signer plus vite les clients. D'accord. Et ouais, et du coup, ça a commencé comme ça. Et après, on s'est dit, finalement, c'est ce que fait à peu près Assureland, D'accord. comparateur d'assurance en ligne. On s'est dit, bon, on peut faire la même chose, ça sera peut-être pas aussi bien, mais on pourra grappiller quelques miettes du marché. D'accord, vous dites ça. Ouais, Vous dites, on dit il y a un gros concurrent en place, Ouais, il y a un marché, vous dites, allez, ouais, allons-y. allez, on y va. D'accord. On y va. Ok. Même si on grappille que quelques miettes, ce sera toujours ça. D'accord. Et en fait, on lance ledevis.com, D'accord. comparateur d'assurance en ligne. D'accord. Ok. Donc à la base, ledevis.com, c'est juste une calculatrice pour nous. Ouais. Et on s'est dit, mais si les gens peuvent aussi venir sur notre site, tarifer directement, ça fait aussi un gain de temps. Donc voilà. Au début, c'est ça. Est-ce que vous aviez une compétence internet? Est-ce que Non. 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 Donc c'est vraiment, vous faites des petits pas, et vous voyez cette opportunité-là, on n'a pas la compétence, on le fait, on voit un gros Assureland et on dit. Ouais, on y va. on s'est dit, ouais. Alors si, je mens quand même un petit peu. On a le beauf qui est informaticien. D'accord. Donc, Qui vous aide ou pas? Ouais, qui nous aide. D'accord. Ok. Donc du coup, c'est lui qui nous a fait le codage pour la calculatrice, machin, etc. Mais ouais, sinon on n'a aucune compétence. En plus, on n'y connaît rien en assurance. On a vraiment rentré par hasard là-dedans. Donc ouais, on a vu la lumière, on est rentré quoi. En fait, c'est un peu D'accord, ça. ok. Et du coup, ouais, c'est toi, en fait, vraiment, si tu sens l'opportunité, vous sentez l'opportunité. Ouais. Parce que j'imagine que le web, c'est pas forcément ton truc. Non. L'assurance, c'est un peu. Ouais. On est loin de Maria Carré. Hein. Ouais, c'est ça. On est loin de Maria Carré, loin de tout ça. Mais donc tu sens l'opportunité. Ouais, voilà. On se dit qu'il y a une opportunité, il y a un filon, il y a un truc à faire. Et ouais, on y va quoi. Et donc du coup, comment ça décolle tout ça? Donc ça décolle, ça marche pas? Alors en fait, l'histoire de ledevis.com, donc j'étais alitée, j'étais à l'hôpital, et mon mari il me dit, bon écoute, là on a fait une calculatrice, c'est bien, c'est pour nous et tout, mais ce serait bien qu'on fasse un vrai site, entre guillemets, que les gens viennent, puissent faire des demandes en ligne, etc. Le business model, c'était de la publicité ou c'était quoi? Alors, le business model, c'était de l'assurance, c'était vendre des contrats d'assurance à porteurs d'affaires. D'accord, et vous étiez commissionné Voilà, commissionné sur via ledevis.com. Voilà, sur les contrats qu'on allait rentrer en fait. Alors, à l'époque, on travaillait pour un cabinet d'assurance. On n'avait pas notre propre cabinet à l'époque. Ledevis.com, c'était vraiment pour faire plus de contrats que les collègues. D'accord. Ouais, parce que les collègues, ils étaient encore avec le classeur, à calculer à la main. D'accord. On s'est dit, si déjà on arrive à calculer plus vite, on pourra faire plus de contrats. D'accord. Donc à la base, c'était juste pour faire plus de contrats que les collègues. D'accord. Et après, vous voulez faire évoluer ce site? Et après, on s'est dit, il y a l'opportunité de monter notre propre cabinet. Donc on va commencer à mettre les premières pierres en place. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'est né ledevis.com. D'accord. Donc du coup, on s'est dit on va faire un site, parce qu'en fait le cabinet pour qui on bossait n'avait pas de site. Ils n'avaient pas de site internet, c'était pas machin, ils achetaient des fiches à un pourvoyeur de leads. Et puis après c'était à la dure, il fallait faire du phoning, machin et tout. Quoi. Donc on s'est dit, si déjà quand on lance notre cabinet, on n'a pas besoin d'acheter des fiches à ce pourvoyeur, si les gens viennent directement sur notre site, parce que ce pourvoyeur de lead, en fait, il avait un site en ligne, il faisait de la pub sur Google, les gens venaient, cliquaient, et puis c'est comme ça qu'il récupérait les leads. D'accord. Donc on s'est dit, si déjà on zappe cet intermédiaire-là, ça fait déjà une économie, nous on se place, on sera bien référencé par Google, donc après c'est jackpot, quoi. Les gens viennent directement par nous, on les signe. Et voilà, on a squeezé un intermédiaire et voilà. Donc c'était ça qu'on voyait en fait. Ok. Donc du coup, ça fonctionne. Il vient me voir à l'hôpital, il me dit il faudrait qu'on fasse un site, machin, etc. Alors à l'époque on était au RMI et il me dit écoute, les templates, alors les templates c'est le design des sites, il me dit
le template gratuit, ils sont vraiment moches. Vraiment, ils sont trop laids. Et je lui dis, bah ouais, mais on n'a pas les moyens de se prendre un truc payant et tout. Il me dit, non, mais il y en a à 2 euros. Il me dit, il y en a à 2 euros. Et je lui dis, bon, bah écoute, bah ouais, 2 euros, c'est un paquet de pâtes. À la fin du mois, on aura un paquet de pâtes en moins, c'est chaud quand même. Après, il me dit, non, mais Robert Kiyosaki, il avait dit qu'il fallait qu'on investisse. Là, il a appuyé sur. Et du coup, je lui dis, ouais, t'as raison, faut qu'on investisse. Allez, c'est parti, on investit 2 euros, c'est pas grave. On aura un paquet de pâtes en moins ce mois-ci, c'est pas grave. Et en fait, du coup, il monte les templates à 2 euros qui étaient vraiment laids. Mais un petit peu plus beaux que ceux qui étaient gratuits. Mais laids quand même. Du coup, il me dit, regarde, celui-là, il est rouge, il est beau, on peut en faire quelque chose. Regarde, il est à 1,50 €. Je lui dis, bon, bah écoute, Ça irait bien, 1,50 €. 1,50 €, on économise 50 centimes, bon bah allez, vas-y, on prend. Et en fait, franchement, j'essaie de te retrouver un screenshot du premier design de l'eau de vie tout rouge, vraiment horrible. Mais on a commencé avec ça. Et ça faisait le job. Ça faisait le job. On avait un site en ligne, ledevie.com. On avait écrit des textes. On avait mis des petits boutons. Appuyez ici pour comparer, pour recevoir votre étude gratuite. Je ne sais plus ce qu'on avait mis. Et ouais, et ça faisait le job. Du coup, après, vous contactiez les gens et vous vendiez, c'est ça? Alors non, en fait, nous, on a misé à fond sur le référencement naturel. On a fait des tonnes et des tonnes d'articles pour être référencés sur Google. Et puis petit à petit, les gens ont commencé à nous... Ok, mais alors, déjà, comment ça, vous connaissez, qui vous a dit de faire du référencement naturel Eh ben, mon beauf. D'accord. Okay. Ouais, mon beau-frère, donc le frère de mon mari, qui lui était déjà... alors en fait, oui, lui, il était déjà à fond dedans, c'était un informaticien, il avait déjà des sites. À l'époque, il générait genre pas loin de 10 000 € par mois avec ses sites, donc il était déjà dans le game en fait. D'accord, ok. Donc, oui, il y a la petite source d'inspiration. Voilà, il était déjà dans le game, il nous avait dit ouais, mais faut vous lancer dans Internet, il y a du fric à faire. Du coup, on s'est dit bon, bah allez, on y va quoi. Et puis l'assurance, on s'est dit on va être pionnier parce que l'assurance, ils n'étaient pas du tout sur Internet, c'était pas du tout. C'est vraiment un truc loin pour le domaine de l'assurance, Internet, c'était vraiment un truc loin. D'accord, mais en fait, les utilisateurs, ils entraient leurs trucs. Vous avez alors on avait fait un formulaire. Donc les gens rentraient leurs informations en fait. Et nous, une fois qu'on recevait le formulaire, après à la main, on faisait le devis, etc. Et puis on leur envoyait un mail avec les propositions. Oui, après, vous faites votre vente comme vous faisiez avant. Exactement. D'accord. Du coup, ça vous permettait d'avoir encore plus d'Internet, de démultiplier les clients. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, tu écris des articles pour ton référencement en mode blogueur. Ouais, c'est ça, en mode blogueur, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Des articles tout nuls en plus, mais à l'époque, Google n'était pas trop. C'était quelles années là? Ouais, début des années 2000. Début des années 2000, ouais. D'accord. Et donc là, du coup, ça décolle. Du coup, alors entre-temps, en fait, on a eu l'opportunité de créer notre... Alors en fait, mon mari a monté dans les échelons, on va dire. Il est devenu associé du premier cabinet pour lequel il bossait. Ensuite, il y a eu un clash, il est parti dans un autre cabinet. Il est redevenu associé. Et puis après, au bout de quelques temps, en fait, on a créé notre propre... Quand on a vu comment ça fonctionnait, on a revendu nos parts. Et on a créé notre propre cabinet. D'accord. Ouais. Et là, c'était un risque ou pas, du coup? C'était comment tu le voyais, toi? Et là, c'était... Parce que toi, tu étais aussi dans ce business-là Ouais, alors en fait... En parallèle? Alors, entre-temps, moi, j'étais sortie de l'hôpital, j'avais accouché, machin, etc. Entre-temps, moi, je gérais une auto-école pour mon pote. Mon pote était patron d'auto-école. Je gérais l'une de ces auto-écoles. Je bossais beaucoup. Tu étais salariée là? J'étais salariée. Et du coup, je m'étais dit, voilà, ça c'était vraiment, d'une part pour dépanner mon pote, deuxièmement alimentaire. Et je me suis dit, mais c'était vraiment pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir démarrer le cabinet en fait. D'accord. Donc, est-ce que je le voyais comme un risque à l'époque? Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on voyait ça comme un risque? En fait, non, on ne voyait pas ça comme un risque. De toute façon, on était au RMI, donc... D'accord.
On pouvait pas descendre plus bas que RMI en fait. Ouais. Donc on avait tout à gagner. Vous voyez ça comme, ouais, on avait tout à gagner quoi. D'accord. C'était, ouais, voilà, c'était la deuxième opportunité. Fallait qu'on check l'opportunité quoi. Donc ouais, non, je pense pas qu'on voyait ça comme un risque à l'époque. Ok. Et donc du coup, tu abandonnes l'auto-école Ouais, pour monter votre propre truc. Ouais, Vous ouais, vous abandonnez en même temps? on avait mis nos sous de côté. Ouais. On s'était dit le 1er janvier, on monte notre cabinet. Donc Ouais. lui, il avait rendu ses parts pour le 31 décembre. Pareil, moi, 31 décembre, je quitte l'auto-école. 1er janvier, c'était férié, donc du coup, on n'a pas pu monter le truc. On a rendez-vous à la banque le 4 janvier. Alors, il se trouve en fait que la banque, le patron de la banque, c'était le pote de mon pote, le patron de l'auto-école. D'accord. Je l'avais connu, voilà, comme ça, on était en auto-école en fait. Donc, du coup, je lui dis voilà, je veux monter ma boîte, est-ce que vous m'acceptez? J'ai pas de business plan, j'ai pas tout ça, c'est un cabinet d'assurance, vous me connaissez, vous savez que je suis sérieuse, machin et tout. Il m'a dit pas de souci, de quoi vous avez besoin? Bah d'un compte, etc. Donc du coup, il a été super cool, il m'a ouvert mon compte bancaire. Avec ça, j'ai pu aller faire mes démarches administratives et j'ai ouvert mon cabinet officiellement le 4 janvier 2007. D'accord. Et donc, les revenus sont arrivés, ça compensait vos autres activités rapidement ou pas? Alors en fait, le devis existait déjà. Ouais. Il était déjà bien référencé. On commençait déjà à avoir des leads, pas suffisamment. On avait mis de l'argent de côté. Moi, avec tout ce que j'avais gagné à l'auto-école, on avait mis de côté. On a recopié ce qu'on faisait auparavant, parce que les autres cabinets dans lesquels on avait travaillé faisaient auparavant. On a acheté des leads, on a fait de la pub sur Google. Au début, on n'investissait pas beaucoup, et puis après, on est arrivé à investir jusqu'à 6 000 € par mois sur Google. D'accord. La première année, ouais, tout ce qu'on générait comme chiffre d'affaires, on le réinvestissait dans la pub Google pour le devis.com. C'est énorme. Enfin, du coup, vous le voyez vraiment comme un investissement pour grossir. Ouais. Alors que vous auriez pu. Allez, on a de l'argent là. Ouais, mais du coup, on n'avait pas envie de faire les mêmes erreurs que la première fois avec le magazine. D'accord. Là, on savait qu'on avait un business model qui tenait la route parce qu'on l'avait recopié des autres cabinets d'assurance. D'accord. Donc, on s'est dit, allez, on était au RMI de toute façon. Donc, on était déjà dans la misère, entre guillemets. Ouais. On s'est dit, allez, on va tenir encore quelques mois dans la misère, le temps d'avoir un truc solide, de mettre des fondations solides, d'avoir un cabinet qui tourne, d'engranger des revenus régulièrement, etc., etc. En gros, ce que tu dis, c'est que vous faisiez de l'argent, mais ça restait dans votre boîte. Ouais. Et vous versiez pas de salaire. Ouais, on ne s'est pas versé de salaire pendant un an. D'accord, ok. La première année, on ne s'est pas versé de salaire. Et du coup, ça, avec les pubs Google, 6 000 € par mois, ça grossit vite? Ouais, ça a grossi vite. J'ai vu plus de 6 0, 5-6 0 sur mon compte banque, enfin sur le compte pro. C'est vrai? Ouais. Et du coup, au bout de combien d'années? Non, pas beaucoup, pas très longtemps, hein. Franchement, au bout de 6 mois, je crois. Ouais, au bout de 6 mois. Et du coup, j'ai dit, ça y est. On est encore, physiquement, on est encore au RMI, machin et tout. Ouais. Mais tu sais comment. Voilà, mais on sait qu'on n'y est plus, quoi. On sait que c'est. D'ailleurs, à la fin, on s'est dit, bon, on arrête le RMI ou on n'arrête pas le RMI? Faut gratter encore un petit peu et tout. Et puis à la fin, on a arrêté le RMI. Et puis on avait un petit peu de sous de côté et tout. Donc, et puis je faisais passer beaucoup de choses aussi sur la société. Ouais. Des petits restos, des petits machins. On va le dire, mais tous les entrepreneurs font ça. Ah ouais, non, mais c'est un peu le seul luxe qu'on peut avoir. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, non, mais quand j'ai vu les 5-6 0 là, alignés sur, je sais plus, il y avait 70 000 € sur mon compte bancaire, je me suis dit, putain, on y est arrivé. Ouais. Et du coup, on était là, on était contents, quoi. Donc, du coup, t'es vachement plus serein. Ouais. Et du coup, t'apprends les choses différemment, en fait. Ok. Est-ce que vous bossiez comme des malades? Ouais. Ouais, alors. Enfin, on n'a rien sans rien. À un moment, Nous, on a mis notre couple entre parenthèses pendant 3 ans. Notre couple? Ah, d'accord. On ne s'est pas calculé pendant 3 ans. Qui es-tu? On ne s'est pas fait de resto, on ne s'est pas fait de vacances. On bossait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On bossait sur notre business. On n'avait qu'un seul objectif, faire que notre business tourne. Donc, plus rien de compter.
D'accord. vie de famille, etc. Donc là, Napoleon Hill, désir ardent, brûlant, bouillant. Ah ouais, non, on était focus sur notre. Et vraiment, on s'était oublié nous-mêmes et ça a duré 3 ans. Et finalement, tu te dis, ben, ça n'a pas duré longtemps, mais quand tu es dedans, c'est hyper dur parce que tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver à un truc où tu es stable. Au début, tu es, t'es en progression et. Pas de doute pendant ces 3 ans? Non, Non. non, C'est énorme. pas de doute. Aucun doute. Ça marchait, on rentrait des contrats tous les jours, le compte bancaire grossissait à vue d'œil. Mais est-ce que tu sais que tu mets en parenthèse quelque chose à ce moment-là? Est-ce que tu t'imagines que ça peut durer toute ta vie comme ça? Tu sais que tu mets en parenthèse quelque chose? Non, on savait qu'on était en mode focus pendant un temps indéterminé, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on savait que c'était nécessaire, c'était la phase de décollage. D'accord. Donc, il y a un moment, l'avion il décolle, il est comme ça, et puis à un moment, il se stabilise et tout ça. Ouais, on savait pas quand est-ce que ça allait arriver, mais on savait qu'il allait y avoir une fin à un moment. D'accord. Donc voilà, on s'est lancé dedans, ça a duré 3 ans. D'accord. Si on avait su que ça allait, peut-être que si dès le départ on s'était dit ça va durer 3 ans, je pense que ça nous aurait fait flipper. Ouais. Et peut-être qu'on se serait pas lancé, enfin je sais pas, tu vois. Mais le fait de pas savoir, le fait de savoir que c'était à durée indéterminée, bah on était dedans, on s'est dit bah on pédale, et puis voilà, il y a un moment où ça va s'arrêter. C'est un super mindset. Je sais pas. C'est un super mindset parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent abandonner, se décourager, qui peuvent se dire mais en fait j'ai plus de vie. Combien d'entrepreneurs qui nous disent, j'ai plus de vie quoi. Ouais, c'est bien d'être indépendant, mais à un moment, si c'est pour plus avoir de vie. Ouais, c'est vrai, mais nous on savait qu'il allait y avoir une fin. On savait pas quand, mais on savait qu'il allait y avoir une fin en fait. Ok. Donc du coup on se dit bah on pédale jusqu'à ce qu'on voit le bout du tunnel. D'accord, et le bout du tunnel arrive au bout de 3 ans. Et moi j'ai entendu une légende qui disait que madame travaillait 1 heure par. Comment on arrive à travailler autant 1 heure toutes les 2 semaines? Ouais, alors en fait, on a travaillé beaucoup, hein, mais vraiment en mode chinois. Hein, donc, non, mais vraiment, en mode chinois, moi je bossais genre 18 heures par jour. Donc, ouais. Ah oui. Je faisais des longues journées, c'était chaud. Ouais. C'était vraiment chaud, donc c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu ces 3 premières années où on a bossé à fond, on a eu 10 commerciaux, enfin on a eu des locaux, on a eu 10 commerciaux, ensuite il y a eu la crise. Ensuite, on a viré tous nos commerciaux parce que tout notre portefeuille s'effondrait. Il a fallu qu'on repense notre business. Nous, au début, on voulait faire un truc à la SU 2000 avec plein d'agences partout. Quand il y a eu la crise, c'était mort. On s'est remis à 100% sur Internet. Google a commencé à changer son algorithme. Donc, enfin voilà, il y a eu tout un machin. On a dû réapprendre. Enfin, à chaque fois, on a dû réinventer notre business. On a dû réapprendre. Vraiment, ça n'a pas été. Un long fleuve tranquille. Ouais, ça n'a pas été facile, vraiment. Parce que, effectivement, si tu as une crise, tu vires des gens, c'est pas facile de virer des gens, j'imagine. Ouais. Non, ils étaient indépendants, mais bon, faut leur dire, bah, écoutez, c'est mort. Des locaux, des frais fixes, ça commence à devenir. Ouais, et mes 70 000 €, ils ont fait. Et je me suis retrouvée avec genre 10 000 € sur le compte, quoi, à plus savoir comment j'allais pouvoir faire pour payer les commerciaux. Enfin, voilà, ça a été. Mais juste une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on ne s'est pas payé pendant 1 an, la première année, mais au bout d'1 an, on s'est payé un super voyage aux Bahamas. Ah, il faut savoir se récompenser. Voilà. Il faut savoir se féliciter. On s'est dit, on sort du RMI, on a trimé comme des oufs, on se paye un super voyage aux Bahamas, on est parti à l'Atlantis, dans un hôtel à 400 € la nuit. Franchement, on a kiffé. J'ai laissé ma carte au desk. Et à chaque fois, je disais, ciao, j'ai dans ma corde. Et tu avais ton petit déjeuner. Et ouais, un super breakfast, comme les Américains. Ah ouais, franchement, c'était royal. On s'est fait 15 jours aux Bahamas. Ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie. Et du coup, mais c'est pour ça en fait qu'on a continué à trimer parce que tu as goûté à ça, tu te dis bah on n'a pas bossé pour rien quoi. On s'est payé 15 jours aux Bahamas, on va rentrer à Paris, on va se remettre à bosser, mais ça se trouve dans 1 an ou 2 ans on se refera un autre voyage, pareil, machin et tout. Donc c'est important de se récompenser quand on bosse dur. Donc les Bahamas ça nous a bien motivés et ça continue de motiver encore aujourd'hui. Hein. Je pense encore aux Bahamas. Donc toi, ton conseil c'est récompensez-vous bien. Ouais.
Ah ouais, Ouais. quand t'as trimé, comme nous on a trimé, quand tu sors du RMI, quand ça a été la disette, quand ça a été la misère, quand t'as bouffé des paquets de pâtes, même pas Panzani, truc diable, je sais pas quoi Ouais. là. Donc vraiment, quand t'as bouffé des pâtes tous les jours, enfin voilà. T'as les un moyens de moment- récompenser. Ouais, et qu'il y a un moment où ça y est, t'es arrivé à un step. Ouais, t'es arrivé à un objectif, quoi. Une première étape, faut se récompenser. Ça, D'accord. c'est hyper important. Et du coup, tu remontes la pente encore une fois. Ouais, du coup, on rentre à Paris. On rentre à Paris octobre 2007 D'accord. et janvier 2008, 2008 c'est la crise. Ouais. D'accord. Donc là, c'est reparti. Et là, c'est un peu la tourmente. 2008, c'est un peu en dents de scie, Ouais. mais on arrive à tenir. Et là, 2009, c'est le gros. Ouais. Ouais, on rentre dans le mur. Il y a tout le monde se fait virer. En fait, tous nos clients m'appellent, je me suis fait virer de mon entreprise, je ne peux plus payer la mutuelle, je ne peux plus payer mon assurance, etc. D'accord. Donc le portefeuille s'effrite, les revenus s'amoindrissent, les commerciaux n'arrivent plus à gagner d'argent, parce qu'ils n'arrivent plus à signer de contrat, vu qu'ils étaient payés à la com. Donc il y en a qui partent. Qu'est-ce que vous dites? On se dit, business. Ouais, en fait, on reprend Robert Kiyosaki. Et revers à la FNAC. On reprend Robert Kiyosaki, on relit ce qu'il dit, et à un moment, il explique une histoire sur son père pauvre, qui avait lancé une machine, un camion de glace. Ouais. Il vendait des glaces, machin, etc. Et pareil, ils subissent une crise à Hawaï, je sais pas quoi, etc. Et il dit, voilà, mon père, il a commencé à arrêter les budgets pubs, il a commencé à couper dans les dépenses, machin, etc., pour pouvoir économiser, alors qu'en fait, il aurait dû changer d'endroit, investir, machin, etc. En fait, il dit, quand il y a une crise, il faut investir. D'accord. En fait, il dit, il faut faire un truc contre-intuitif. Intuitivement, tu as envie de couper tous les coups pour essayer d'être le plus léger possible, alors qu'en réalité, c'est là qu'il faut investir. Et nous, on s'est dit, allez, on investit. Alors du coup, on a rendu nos locaux qui étaient à Saint-Denis. On avait trouvé des super locaux à côté de la salpêtrière qui étaient les anciens locaux de grosbill.com. D'accord. Et on se dit, putain, c'est chaud et tout, est-ce qu'on va le faire et tout ça. Et en fait, au moment de signer, on s'est dit, il y a une autre voie qui se dessine, Internet, pas de coûts, bosser chez soi, bosser à peu près d'où tu veux en fait. Ouais, mais vous étiez un peu déjà sur Internet. On était déjà un peu sur Internet, mais on était à moitié sur Internet et à moitié, en pignon sur rue quoi en fait. Et là on s'est dit, est-ce qu'on reprend des locaux pour avoir un meilleur emplacement comme le préconisait Robert Kiyosaki, ou est-ce qu'on va sur un truc mais complètement vierge qui est Internet, se lancer complètement à 100% en ligne. D'accord. Et le jour où il fallait signer le bail pour les nouveaux locaux, j'ai dit au mec, je suis désolée, je ne peux pas signer, on va se mettre sur Internet. Le mec me dit, mais non, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je peux pas vous expliquer. Ouais, j'ai dit, je peux pas vous expliquer. Avec ton mari? Ouais, avec mon mari, on s'est dit, non, mais. Vous vous concertez pas? En fait, on avait tous les deux le même truc. Ouais. Et à un moment, on se regarde dans les yeux. Et mon mari me dit, mais est-ce que c'est la vie que tu veux, quoi? Et je lui dis non, franchement, avoir des bureaux, avoir des salariés, c'est pas notre truc, quoi. C'est avoir des commerciaux, machin. C'était en fait, dans l'idéal, c'était notre truc, dans nos rêves, c'était notre truc. Mais en fait, dans la réalité, c'était pas ça. Nous, on a envie d'être libre, on a envie d'être à la maison, on a envie d'être avec notre famille, avec nos enfants, machin et tout. Et on s'est dit, on se met sur Internet, on bosse de la maison. Ok. Et donc, on a lâché le truc. Donc, on s'est dit, putain, on fait pas une connerie et tout, parce que c'était vraiment des super locaux. Putain, on fait pas une connerie et tout. Non, mais la vie de nos rêves, elle se trouve sur Internet. Et ouais, du coup, on est parti sur Internet, on est parti bosser à la maison dans notre petit 60 mètres carrés. Donc, pareil, on se remet en mode chinois, on relance notre site, on refait des trucs, Google avait changé son algorithme, etc. Et en 2010, c'est un peu la consécration parce qu'en fait, on est élu meilleur comparateur d'assurance sur Internet. Donc là, ça a été énorme. Truc de ouf, le téléphone sonne. Ouais, je voudrais prendre une assurance chez vous. Et en fait, on comprenait pas comment ça se fait que le téléphone sonnait plus que d'habitude, machin et tout. Google. Et après, en fait, mon mari, à un moment, il dit, mais comment vous nous avez connus? Vous êtes dans le magazine Auto Plus, vous êtes le meilleur comparateur d'assurance sur Internet. On n'était pas au courant, en fait. Énorme. On n'était pas au courant.
Et en fait, le truc, c'est que l'info avait été relayée sur toutes les radios, RMC, machin, etc. C'est énorme. Donc, du coup, en fait, il y a eu une méga pub, en fait, faite sur. Non voulu. Non voulu. Ouais, non, c'était pas. Énorme, Et d'accord. en fait, c'était les gens qui nous appelaient. Ouais, j'ai entendu à la radio que vous étiez le meilleur comparateur, vous aviez des super tarifs. Du coup, je prends une assurance chez Ça, vous. c'est des histoires, c'est incroyable parce que c'est un cadeau qu'on te met sur le chemin. Grave. Non, mais là, qui Ah. sort. En même temps, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'arrive pas de nulle part. Ouais. Parce que vous avez taffé, On a bossé, ouais. taffé. Et là, on vous envoie un cadeau qui vous fait tout accélérer. Ouais, et puis notre site, on venait juste de le refaire. Alors, entre-temps, on avait eu un petit peu de thunes quand même. On avait refait le design de notre site, on avait fait appel à un web Ça a 3 designer. ans. On avait dépensé, je crois, 400 € Ouais. dans le template et tout. Enfin, dans le template, non, dans le design, un truc sur mesure, machin et tout. Donc, on venait tout juste de le refaire, etc. Et vraiment, on a eu Voilà, on a eu cette pub, ouais, et on était super contents. Moi, je suis partie au kiosque, j'ai acheté genre 30 exemplaires du magazine Auto Plus, je le distribuais à tout le monde, j'étais super fière. Et c'est là en fait que l'entourage, c'est là que tu vois si tu es dans un bon entourage ou pas. D'accord. Parce que moi j'étais super fière, j'étais super contente, c'était vraiment de l'accomplissement quoi. C'était la récompense de tout ce boulot qu'on avait fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Et là, tu te dis, tu vas partager ça avec tes amis. Ouais. Tu vas fêter ça avec tes amis. Donc, du coup, moi, j'avais acheté plein de magazines pour leur offrir. Alors, j'arrive avec mes magazines et tout. Et je leur fais, regardez, je suis numéro 1, je suis en première page sur Auto Plus, machin et tout. J'ai une 30 double page à l'intérieur, etc. Et t'as mes copines qui me font, on s'en fout. Oh, ah ouais. On s'en fout. Qu'est-ce qui se Mais passe? vous voulez pas le magazine? Non, on s'en fout. Au moins, c'est franc. Oh là J'ai là. dit, bon, bah, ok, c'est pas grave. Et du coup, j'ai repris mes magazines, je les ai rangés dans ma voiture. Et puis, je suis partie faire la fête avec mes copines. Mais du coup, tu vois, tu te dis, putain, merde, quoi, j'ai personne avec qui fêter ça. J'ai personne dans mon entourage. Alors, toutes mes copines étaient salariées, j'étais la seule entrepreneur. Et j'ai personne dans mon entourage qui est entrepreneur et avec qui je peux fêter ça, je peux discuter de ça. Mes copines, enfin, Internet, elles s'en foutent un peu. Quoi. Internet, c'est bien pour faire du shopping, pour surfer sur le site. Voilà, mais il y a. En fait, elles ne voient pas tout ce que moi je vois. Tout le business qui se fait sur Internet, tout ça, elles ne le voient pas. Et j'ai personne avec qui parler de ça, personne avec qui fêter ça. Et là, je commence à me poser des questions sur mon entourage. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ça t'amène à quoi ces questions? Et ben, ça m'amène que moi, je continue toujours à trimer sur ledevis.com. On continue à bosser sur notre cabinet, etc. Il se trouve que petit à petit, on a mis en place des petits process, machin, etc. On a amélioré le site. Et puis, on commence un petit peu en 2011. On commence un petit peu à relâcher le cabinet commence à tourner de lui-même. On a un petit peu plus de temps pour nous. C'est-à-dire, vous avez des salariés ou... Alors, on n'a plus de salariés. D'accord. On n'a plus du tout de salariés, on n'a plus du tout de commerciaux. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les assurances, en fait, on touche du récurrent. Donc, tu touches une commission aussi tant et longtemps que le contrat reste en place. Donc, voilà, en 2011, ça faisait déjà 4-5 ans que le cabinet tournait. Donc, un portefeuille de clients. Donc, on avait un portefeuille de clients, on était un petit peu serein. Donc du coup, avec mon mari, on disait putain, on est quand même privilégié parce qu'on se levait le matin alors qu'on voulait. 10h-11h. Voilà, 10h-11h. Enfin, moi, c'était 10h-11h, mon mari il est matinal, donc c'est un peu plus tôt. C'était lui qui emmenait les enfants à l'école. On prenait le petit déjeuner, on bossait vite fait. À midi, on se mettait devant la télé, on se mettait un film. D'accord. Ouais, et puis après, on se remettait à bosser à 14h. Et puis après, à 16h, on allait chercher les enfants à l'école. Enfin, on avait vraiment une vie cool, quoi. Donc on commence. Là, c'est là qu'on a commencé un petit peu à profiter de tout le travail. La puissance du récurrent. Ouais, la puissance du récurrent, c'est clair. Et puis du coup, tu prends goût. Donc tu te dis, comment tu peux optimiser ton temps. Comment tu peux bosser moins tout en gagnant autant, voire gagner plus. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à optimiser un petit peu mes process. Et puis, petit à petit, tu commences à bosser, quelques heures dans la journée. Et puis, en fait, on a un deuxième gros coup de rush, c'est que Google nous place en première position sur les voitures sans permis. D'accord. Et là, ça repart. Gros coup de rush. Des comptes encore. Et là, du coup, on est obligé de recruter des commerciaux, etc. Du coup, j'étais toute seule en back-office.
avec 3-4 commerciaux. Et là, je me retrouve à retravailler 18 heures par jour. D'accord. Donc, du coup, je suis dans le rush, je suis dans le truc. Le problème, c'est qu'à un moment, le corps, il suit plus, quoi. Surtout quand ton esprit a compris que tu pouvais bosser quelques heures par jour à la cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out. D'accord. Gros burn-out en mars 2012. D'accord. Et en fait, il y a eu des signes avant-coureurs, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne pouvais plus approcher de mon ordinateur. Dès que j'approchais de mon ordinateur, j'avais une grosse crise d'angoisse. Je ne pouvais plus du tout bosser. Et ouais, gros burn-out, décembre, janvier, mars, je finis à l'hôpital. Et puis, du coup, pendant ce temps-là, pendant que j'étais à l'hôpital, le cabinet continue de tourner. Et tu te dis, putain, mais merde, mais pourquoi est-ce que j'ai bossé 18 heures par jour au final? Parce que tu te dis, en fait, la grosse hantise, c'est putain, je suis à l'hôpital, le cabinet, comment je vais faire, machin, etc. Mais en fait, le cabinet continue de tourner même si t'es pas là. Et ça, en fait, je le savais avant. Je le savais que mon cabinet tournait même si j'étais pas là. Mais je le savais, mais je le réalisais pas. D'accord. Et en fait, quand je suis partie à l'hôpital, c'est là que je l'ai réalisé, c'est là que je me suis dit, ok, je change tout le process, je change toute ma façon de bosser, et je ne bosse que sur les trucs qui nécessitent ma présence, en fait. Tout le reste, j'automatise, et donc je suis devenue dans... Enfin, voilà, j'ai une obsession pour l'optimisation, pour l'automatisation. D'accord. Et tu délègues des choses ou Alors, pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Au début, on se répartit les tâches avec mon mari. Alors, mon optimisation, c'est tout pour mon mari. Voilà, c'est ça. Déjà, il fait tout ce que j'aime pas faire. Après, il y a tout ce que tu peux déléguer aux compagnies, bah, tu délègues aux compagnies. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies, en fait, elles sont censées pas rentrer en contact avec tes clients quand tu es courtier. Donc, du coup, tous les courriers passent par toi. D'accord. Donc, quand tu as un gros portefeuille client, tu te retrouves avec une tonne de courriers chaque jour à réexpédier à tes clients. Donc, ça, du coup, tu te dis, putain, mais merde, déjà, ça me fait un budget poste. Ça me prend du temps. Ça, autant demander à la compagnie de l'envoyer directement. Donc du coup, tu signes des protocoles avec un accord qui stipule que tu donnes ton autorisation pour que la compagnie envoie tes courriers directement au client, machin. Donc en gros, ce que tu m'expliques, c'est que tu es prêt à mettre en intermédiaire ou en direct tes clients avec quitte à perdre peut-être à se faire court-circuiter ou peut-être à perdre de l'argent ou pour ton confort à toi. Alors en fait, il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires. D'accord. C'est juste que c'est un truc contractuel en fait avec la compagnie que tu dois signer. D'accord. Donc du coup, tu te dis allez, on y va, on signe. Et du coup, les compagnies, du coup, ça te fait ça en moins. Tout ce qui était paperasserie que la compagnie pouvait gérer, je demande à la compagnie de le gérer. D'accord. Je lui dis, vous n'avez plus besoin de passer par moi pour ça, envoyez-le directement au client. Et moi, ça me soulage. Et les clients, tu leur disais la même chose, donc passer directement par la... Non, les clients repassaient toujours par moi, forcément, parce qu'en fait, quand ils appellent la compagnie les redirige vers moi. Ils ne peuvent pas contacter directement la compagnie, sauf pour des questions bien précises. Donc non, mais c'est surtout tout ce qui était administratif, c'était ça qui me prenait énormément de temps. Donc ouais, déjà tout ça, je m'en débarrasse. Et donc ça, les heures, du coup, tu n'as plus besoin d'aller à la poste tous les jours. Tu n'as plus besoin de te faire des grosses enveloppes comme ça, de courrier à renvoyer aux clients. Donc déjà, ça c'est cool. Et puis après, ce qui se passe, c'est que c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment, tu te rends compte que ton entourage, il n'est pas là pour comprendre ce que tu fais. Il n'a pas tes problématiques. Il n'a pas tes problématiques. Et puis à un moment, ça me tue plus, quoi. À un moment, tu t'entends plus avec... Enfin voilà, mes copines, je les kiffais, mais il y a un moment on se comprenait plus, on parlait plus le même langage, quoi. Et puis on était vraiment sur deux routes complètement différentes, quoi. Donc, il y a un moment, je fais un cut. D'accord. Je vire tout. Consciemment. Ouais, consciemment. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai décroché mon téléphone. Ah oui. Oui, j'ai décroché mon téléphone et je leur ai dit, écoutez les filles, je vous kiffe, mais stop, je quitte la fête. C'est vrai? Ouais. Énorme. Et du coup, je les ai bloqués de mon téléphone, je les ai rayés, je les ai coupés de partout et j'ai coupé les ponts avec elles. D'accord, sans embrouille ni rien, juste pour ton bien-être. Sans embrouille ici, parce qu'après le lendemain, j'ai reçu plein de... Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu prends cette décision juste essentiellement pour ton bien-être. Ouais, alors ça faisait... Alors,
Je l'ai fait progressivement. Ça faisait déjà 1 an que je me suis dit, il va falloir que je coupe les ponts. Je sais pas quand, je sais pas comment. D'accord. Mais à un moment, j'ai besoin d'être dans un environnement qui me booste. D'accord. Parce que là, ça te tirait vers le bas ou c'était neutre? Ça me tirait vers le bas parce que alors, moi, j'avais envie d'être zen dans ma vie. D'accord. J'ai essayé de me construire un lifestyle où, voilà, où j'étais cool, où j'étais zen, où je ne me prenais pas la tête. Et mes copines étant salariées, forcément, tu es dans un truc où tous les jours, tu as des problèmes avec tes collègues, tous les jours, tu as des problèmes avec le métro, tous les jours, tu as des problèmes. Enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas. D'accord. Et il y a un moment où tu te dis, tout ça, ça te pollue, quoi. En fait, tu as des ondes négatives, tout ça, ça te. Et il y a un moment où tu te dis, non, j'ai envie d'être zen. D'accord. Non, mais c'est bien parce que au moins tu avais cette notion de bien-être, au-delà de la finance, au-delà de machin, tu avais cette notion de ton bien-être. Ouais, alors ça a toujours été, en fait, c'est depuis le divorce de mes parents, en fait, ça a toujours été une priorité numéro 1. Alors, je n'ai pas tout raconté, mais voilà, il y a eu un événement qui a fait que je me suis dit, ma tranquillité d'esprit, elle n'a pas de prix. D'accord. Et toutes les personnes, toutes les choses qui viendront entraver ma liberté, ma tranquillité d'esprit, je les vire. D'accord. Parce que, en fait, je dis ça parce qu'il y a des gens qui pourraient écouter ton parcours et se pourraient se dire, tranquillité d'esprit, elle travaille 18 heures par jour. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait, finalement, malgré le fait que tu travailles 18 heures par jour, il y avait quand même ce truc-là derrière qui fait que c'était important pour toi. Je pense que c'est important pour beaucoup d'entrepreneurs au final. Malgré les apparences où on est des. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu n'as pas le choix, faut que tu pédales. De toute façon, pour faire tourner la boîte, il faut que tu pédales. Et tu sais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pédaler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour être en descente, il y a un temps pour être peinard. Donc, il y a un temps pour tout. Donc, quand tu pédales, tu pédales. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand tu arrêtes de pédaler, tu te dis, OK, comment je peux faire pour ne plus avoir à pédaler. Donc, la tranquillité d'esprit, elle est là, quoi qu'il arrive, quoi, sauf qu'il y a un temps pour tout. D'accord. Et ouais, j'ai fait un cut avec mes amis, ouais. Et donc j'ai pleuré pendant 15 jours. Ça. Je suis seule au monde, je n'ai plus d'amis. Ah oui, parce que c'est pas pour retrouver d'autres amis. Non, c'était pas pour retrouver d'autres amis, c'était vraiment pour être tranquille, quoi. Et en fait, j'ai fait quelques. Alors, si, je me suis retrouvée d'autres amis quand même, qui étaient dans le même mindset que moi, qui étaient en train de monter leur business, etc. D'accord. Donc, du coup, on s'est boosté. Ça a duré quelques mois parce qu'après, toutes les trois, on a eu des opportunités qui ont fait qu'on s'est séparés. Et quelques mois plus tard, j'ai assisté à un séminaire, celui de Cédric Anissette, qui avait l'air 2 à l'époque, qui était là à Trace. Et alors, le truc de ouf, c'est que je me suis dit, putain, je vais faire un séminaire, je connais personne, qu'est-ce que je vais me faire chier là-bas. Puis moi, j'étais déjà indépendante financièrement quelque part, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, quoi. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ouais. Et puis je me suis dit, bon, allez, on y va. Faut que je sorte de ma zone de confort. Tout seul ou avec ton mari? Toute seule. D'accord. Parce que j'ai plus d'amis, donc il faut. Ouais, j'ai plus d'amis, je me suis dit, allez, faut que je sorte un petit peu. En fait, c'est ça, en fait, je me dis, il faut que je réapprenne à sortir, je me refasse une vie sociale. Et en fait, j'y suis allée, ça a été trop un truc de ouf parce que j'ai rencontré mais que des gens qui étaient soit entrepreneurs, soit sur le point de le devenir, soit qui avaient envie de le devenir, et donc qui avaient le même mindset que moi. Alors là, ça a été... Alléluia. Ah ouais, non, ça a été ouf, quoi. Franchement, je pouvais parler avec des gens sans arrêt de web marketing, d'internet, d'automatisation, de liberté financière, de la semaine de 4 heures, de Robert Kiyosaki, enfin tous ces trucs moi qui me passionnaient et j'avais personne avec qui partager ça. Je voyais des gens qui me comprenaient, qui parlaient le même langage que moi et ça a juste été une révolution dans ma tête, quoi. D'accord. Tous ces événements, networking. Ouais. Du coup, après le séminaire, je me suis dit, mais faut que je baigne là-dedans, mais continuellement. Faut que je reste dans cette énergie, faut que je continue à voir ces gens, faut que je les revoie. Et du coup, t'es là, voilà, on se revoit, ouais, mais là j'ai ça à faire, ouais, mais là, alors quand est-ce qu'on peut se planifier un truc, machin, et tout le monde a ses trucs à faire. Et à un moment, je me suis dit, allez, je prends les choses en main, j'y vais. Reste au QLLR. Alors, c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Ouais, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, la France était en. Enfin, Paris était en émoi, machin, etc. Le métro, machin, c'était la galère. Il y en avait qui étaient coincés dans le métro le soir du networking et tout. Et finalement, on s'est retrouvés à 30. Ça a été super.
30, c'est pas mal. 30 personnes, ouais. Alors, sans compter tous ceux qui avaient galéré pour arriver, tous les qui étaient motivés. Ils sont arrivés à minuit. Il y en avait qui habitaient à Vincennes. Donc, c'était fermé à cause de l'attentat hyper cachère, machin, etc. À 23h, ils ont pu sortir de chez eux. Ils ont pris le métro. Enfin, ils sont arrivés à minuit au resto. Donc, ils étaient hyper motivés. Et ouais, super soirée. Et là, le lendemain, je reçois plein de messages. Ouais, j'ai pas pu venir, machin. Quand est-ce que t'en refais un, machin, etc. Et c'était pas prévu que j'en refasse un, en fait, à la base. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, on y va. Bah, ok, j'en refais un. Yes. Et c'est comme ça que j'ai lancé les restos QLLR. Énorme, parce que là, t'en as à combien? T'en as fait au moins 9, 10, 9, ouais. je sais plus. 9, 10. Et c'est pas tous les mois en plus. C'est, Ouais, c'est tous les trimestres, ouais. Tous les trimestres. Hein. Ouais. Et c'est top ça. Donc du coup, t'as réalisé le rêve de beaucoup au final. Ah ouais? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent de la semaine de 4 heures, mais qui travaillent pas 4 heures. Hein. Ouais. Et du coup, toi, tu t'es arrivé jusqu'à descendre jusqu'à 1 heure toutes les. Ouais, alors ma routine, elle a beaucoup changé. Ouais. Alors je suis arrivée jusqu'à un vendredi sur 2. Ouais. Après, je voulais arriver à un vendredi par mois, mais finalement, j'ai pas réussi à faire un vendredi par mois parce que j'ai changé mes routines, j'ai changé mes process. Et c'est la force en fait quand tu rencontres des gens qui sont déjà sur Internet, qui ont un business, qui ont déjà automatisé des trucs, tu piques des trucs à droite à gauche. Par exemple, mon courrier, ça me prenait énormément de temps. Il fallait tous les jours que j'aille à la poste le matin, récupérer mon courrier, tous les soirs à la poste, poster mon courrier. Je me suis dit, mais si seulement je pouvais l'automatiser. Ouais. Et je rencontre à QLLR, je rencontre l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui qui s'appelle Fabrice, qui lui a un site e-commerce, qui me dit, mais oui, mais t'as CDV qui fait ça. Je dis, ah, c'est qui quoi CDV? Il dit, ouais, courrier du voyageur fait ça, il numérise ton courrier, etc. Et je lui dis, ok, je vais le faire. Donc là, on était en janvier 2015. Je lui dis, ok, je vais le faire. Et tous les jours, je lui dis, je vais le faire, t'inquiète. Je vais les appeler, je vais les contacter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au mois d'avril, je pars un mois à La Réunion. Ouais. Alors, pour la petite histoire, au mois de janvier, j'avais un rattrapage URSSAF de 3 000 €. D'accord. Par mon ancien expert comptable qui avait fait des conneries. C'est pas grave. Ça arrive. Du coup, je fais 4 chèques à l'URSSAF, encaissés un par mois, etc. Donc, ils avaient déjà encaissé les 3 premiers mois. Il restait un mois à encaisser, le 20 mai. Je pars début avril, j'envoie mon chèque début avril pour que tout soit carré. Je reviens le 1er mai et tous mes comptes sont bloqués. Wow. Les huissiers avaient saisi mes comptes, tous mes comptes de la société étaient bloqués, j'ai pas pu me verser mon salaire, j'avais rien pu faire, enfin, bref, j'étais bloquée. Tout ça parce qu'en fait, pendant le mois d'avril, pendant que j'étais tranquillement à la plage en train de me dorer la pilule, l'huissier était venu chez moi, il m'avait laissé un courrier pour me dire voilà, vous n'avez pas régularisé votre situation URSSAF, etc. Vous avez 48 heures pour régulariser, mais comme je n'étais pas là, je n'ai pas eu connaissance du courrier. Et donc voilà, il a dit bah elle répond pas, et ben très bien, on va lui saisir ses comptes. D'accord. Donc voilà, donc dès que je suis arrivée, j'étais super heureuse de rentrer sur Paris, de voir tous mes comptes bloqués, de voir qu'en fait c'était l'URSSAF qui était en retard dans les courriers, qui du coup n'avait pas traité mon dernier chèque, machin, etc. Enfin bref. Et du coup je me suis dit ok, j'appelle tout de suite CDV et j'automatise mon courrier, je numérise ça. Et voilà, on s'était mis en place le 4 mai, le temps de faire les papiers administratifs, etc. Le 1er juillet, c'était mis en place. Donc voilà comment est-ce que j'ai automatisé. Alors, ce qui est impressionnant dans ton business, c'est que tu as automatisé à travers des process, à travers des négos, peut-être avec des agents, enfin, des compagnies d'assurance, etc. À travers des conseils, tu t'es quand même toujours demandé comment je vais automatiser mon courrier. Enfin, ça, c'est pas un truc que je veux. Non, mais moi, c'est. Et sans jamais embaucher. C'est énorme. Sans jamais embaucher. Bon, après, tu fais appel à des commerciaux indépendants, si je comprends bien. Tu fais appel à des gens, à des indépendants, mais sans jamais. Tu as grossi vraiment dans la logique semaine de 4 heures. Ouais, mais alors je t'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand j'avais lancé mon cabinet, j'avais 10 commerciaux. Alors, c'était mon rêve. Je voulais avoir des gens à gérer. Parce que c'est ça, en fait, quand tu me dis tu vas créer ta boîte, tu vas avoir des salariés. Enfin, voilà. Management, ça demande des qualités que je n'ai pas. D'accord.
Clairement, faut être honnête avec soi-même. Faut avouer qu'on puisse pas faire quelque chose. Non, mais complètement. Et moi, vraiment, le management, c'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé. Moi, ça me saoule de gérer les gens, ça me saoule de discuter avec les gens. Moi, je suis un vrai tyran. La démocratie n'existe pas avec moi. Business woman. Et le truc, c'est que je suis pas en accord avec ça. Enfin, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai envie, moi, d'être une patronne cool, où tu peux discuter, où tu peux émettre tes idées, où on peut échanger, où on peut faire progresser ensemble le truc. Mais la vérité, c'est que moi, je suis un tyran et que j'aime pas écouter les idées des autres. Moi, j'ai mes idées à moi et ça s'arrête à là, quoi. Donc, comme il y a une dichotomie par rapport à ça, comme je suis pas en accord avec ça, et ben, je me dis, bah, ok, je laisse couler, je ne gère personne, je n'embauche personne et je fais en sorte de scaler autrement. Et c'est ça. Donc, et c'est ça qui est très inspirant en fait. Moi je trouve, c'est que beaucoup vont appliquer la semaine de 4 heures sans forcément regarder leur profil. Ouais. Je trouve dans leur profil, ils pourraient avoir une équipe, ils pourraient déléguer de cette façon, etc. Ouais. Et là, ce qui est intéressant chez toi, c'est que c'est par rapport à tes défauts que tu as avoué, que tu as accepté, et que tu l'as fait à ta façon. Et effectivement, on se rend compte que ça colle avec la semaine de 4 heures, mais en fait, c'est pas forcément. Ouais, mais c'est par défaut en fait. Ouais, c'est par expérience. Par expérience. Voilà, c'est par expérience, tu as testé. Ouais. D'accord. Du coup, où on peut te trouver là? Parce que là, on a ton parcours, on a bien. Très inspirant pour le coup là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être inspirés par, d'une part parce que tu es une femme, parce que tu gères les choses peut-être différemment. Tu as eu des envies, enfin tu as eu des choses qui se sont réveillées chez toi très rapidement et tu as eu un mindset parlant qui t'a beaucoup aidé parce que tu étais seule jusqu'au resto QLRR en termes de mindset, tu n'étais pas très entourée, on va dire. Ouais, non, j'étais vraiment seule. Ouais, et tu avais ce truc qui a fait que t'es passé d'étape en étape et là tu as construit une vie, un lifestyle. Ouais, je me suis construit un lifestyle. Alors c'est facile maintenant de dire, ouais, regardez mon lifestyle. Non, mais là on a bien compris dans ton. Je travaille 1 heure par jour. Ouais, non, parce qu'aujourd'hui, alors j'ai encore changé mon process. Mais c'est bien, c'est une constante. Du coup, j'ai changé mon process plusieurs fois. Alors avant, je bossais un vendredi sur 2. Pourquoi le vendredi? Parce qu'en fait, le lundi, j'avais pas envie de me dire, merde, c'est lundi, il faut bosser. Non mais c'est ça. Je me dis, mais je bosse que vendredi. Par contre, le vendredi, c'était une grosse journée. Je bossais de 14h jusqu'à 2-3h du matin. C'était vraiment une grosse journée. Mais le vendredi, quand j'avais fini, je me dis, putain, je suis en week-end. Et quand le week-end est fini, je me dis, mais je travaille qu'en fin de semaine. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le vendredi. Je me suis dit, comme ça, je stresse pas, c'est cool, machin, etc. Après, je voulais plus bosser le vendredi parce que du coup, le vendredi soir, je pouvais jamais sortir. D'accord. Donc c'était un peu embêtant. Donc je me suis dit, je vais bosser le lundi. D'accord. Comme ça, je me dis, j'attaque la semaine le lundi, je fais tous les trucs chiants, et puis après, je suis tranquille toute la semaine. Et puis après, ton process change, machin, etc. Maintenant, là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je bossais tous les matins, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et là, en fait, il y a eu En fait, moi, comment expliquer, je suis dans la réaction. C'est-à-dire, quand je suis pas quelqu'un qui anticipe. Quand il se passe un truc, une galère, par exemple. Voilà, une galère, Tu mets les actions en place. Je mets les actions en place par rapport à cette galère-là et comment faire en sorte que. Donc là, il n'y a pas très longtemps, ma fille était hospitalisée. Du coup, ça m'a coupé dans ma routine de bosser tous les matins. Et là, maintenant, j'ai plus envie de bosser tous les matins. Du coup, je voulais mettre en place 1 jour sur 2. D'accord. Sauf que 1 jour sur 2, maintenant, ça m'embête. Donc là, j'essaie de tester bosser le lundi matin et le vendredi matin, 1 heure et demie. D'accord. Là, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Mais probablement qu'après, ça va évoluer. Donc, ça évolue. D'accord. Ça évolue. Ok, c'est en tout cas c'est top. Et t'as un site internet, il me semble? Ça n'a rien à voir avec. Alors, le site d'assurance, c'est ledevis.com. Il est encore en construction. Il y a encore plein de trucs que je suis en train de mettre en place, que je suis en train de tester pour l'automatisation. Et mon prochain projet, là, c'est de vlogger ma vie de businesswoman, entre guillemets. Parce que le problème sur Internet, c'est qu'on voit beaucoup de mecs qui ont un business, machin, etc. Des nomades digitales, entre guillemets. Donc, et t'as pas beaucoup de nanas, en fait. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui aimeraient lancer leur business.
qui aimeraient pouvoir avoir, entre guillemets, mon lifestyle, pouvoir passer du temps avec leur famille, etc. Et puis elles ne savent pas par où commencer. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un vlog Yes. en filant voilà, mes conseils, en filmant mes journées. Et voilà, et peut-être que j'arriverai à les inspirer et à les aider à passer à l'action. Et puis voilà. Et du coup, tu as un site réseau d'influence, c'est toi? Ouais, alors réseau d'influence en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, il marche plus. Ah, d'accord. Mais je vais gérer ça quand j'aurai 5 minutes. Mais je pense que je vais le virer, ces réseaux d'influence, parce que je publiais pas énormément. La page Facebook fait parler d'elle-même. J'ai tous les jours des gens qui likent la page et qui s'inscrivent à la page Facebook. Donc je pense que pareil, là-dessus, je vais changer mon business model. Et sinon, pour mon vlog, c'est une exclue, qui sera lancé logiquement en septembre-octobre, puisque je déménage. Oui, je ne l'ai pas dit, je déménage pour suivre complètement mon lifestyle, je déménage à La Réunion, je quitte la grisaille de Paris. T'as bien raison. Au mois de juillet, j'ai encore un pull. Mais oui, mais il fait hyper froid en plus, il n'y a plus de saison en France. Et oui, je déménage, et c'est pour ça aussi que j'ai automatisé mon business, parce que j'avais dans l'objectif de déménager à La Réunion. Donc je me dis, être au soleil toute l'année, au bord de la plage, ça va être compliqué de bosser comme une chinoise. Donc faut que j'automatise un max. Donc ouais, mon site, mon vlog, ça sera Boss Lydie, bosslydie.com pour le site, et la chaîne YouTube Boss Lydie. Yes. En tout cas, merci. Merci pour toutes ces infos. Énorme, beaucoup d'infos. Bah ouais, j'espère que je vous ai pas trop saoulé là avec tout mon truc. Non, J'espère qu'il y aura des tips. Il y aura une version longue, il y Ouais. aura une version découpée parce qu'il y a tellement d'infos que les gens, la version longue, ils vont décrocher là. Et, en tout cas, merci en tout cas et bonne continuation pour tes projets. Bah ouais. Parce que en tout cas, c'est bien parti. Ouais, il y a plein de trucs sur le feu. On voit que t'as taffé. Ah ouais, non, il y a envoyé le message de dire t'as pas taffé, t'as taffé. Et t'es récompensé, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Merci en tout cas. Merci.